Bonjour à tout le monde, à tous et à toutes. Merci de vous être connectés aujourd'hui pour ce goûter de Réhab qui a pour thème Destigmatisons. Je vous propose de vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, on a la chance et le plaisir d'accueillir Aude Caria, qui est directrice du Psycom, un organisme national d'information sur la santé mentale, qui va nous parler de la stigmatisation et de la déstigmatisation des données, les données actuelles probantes, les recommandations et les nouvelles façons d'agir pour déstigmatiser. On a aussi le plaisir d'accueillir Sandy Fournet, qui représente l'association Innovation citoyenne en santé mentale, qui s'occupe en particulier du festival Facette, qui a pour objet, elle nous en parlera, la déstigmatisation. Je vais déjà juste vous demander d'être vigilant à bien couper vos micros et vos caméras pendant toute la durée de ce goûter, puisque comme vous le savez probablement, nos goûters sont enregistrés pour pouvoir être disponibles ensuite en replay sur la chaîne YouTube du CREPSI des Pays de la Loire. Donc, je vous propose d'être bien vigilant à ça, de couper vos micros et de couper vos caméras pendant toute la durée de l'intervention. Vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez aux intervenants. On va les collecter et leur poser les questions à la suite de leurs interventions. Pour ça, vous avez un petit chat, c'est une petite bulle là en bas. Il suffit d'aller écrire dans le chat pour poser toutes vos questions et on les transmettra aux intervenants. Voilà pour cette présentation générale. Et puis, je vais laisser la parole à Amélie Godard qui va vous parler de l'objectif et de ce thème général et pourquoi on a choisi le stigma et la déstigmatisation aujourd'hui. Bonjour à tous et toutes. Merci à nos intervenants d'être là aujourd'hui. En fait, on sait aujourd'hui que la stigmatisation est aujourd'hui un frein très important au rétablissement des personnes concernées par les troubles psychiques. C'est d'autant plus problématique quand elle devient de l'autostigmatisation et qu'elle vient affecter l'estime de soi et la participation à la vie quotidienne. L'OMS a récemment publié pour la Journée mondiale de la santé mentale de nouvelles recommandations pour mettre fin à la stigmatisation et aux troubles psychiques. Dans cette boîte à outils appelée Mosaïque, dont parlera Aude Caria, nous avons à la fois un plaidoyer pour la déstigmatisation, mais aussi un document plein de ressources pour mettre en place des actions et des pratiques réduisant la stigmatisation. Donc c'est un outil qui pour l'instant n'est qu'en version anglaise, mais on pourra vous en parler et puis vous trouverez effectivement déjà quelques éléments pour pouvoir le mettre en place. Nous allons voir effectivement au cours du webinaire des nouvelles actions qui ont pu voir le jour récemment, comme les festivals, le festival Facette, le laboratoire d'innovation de l'association Innovation citoyenne en santé mentale. Et puis nous pourrons voir du coup comment en tant que citoyens, professionnels, proches ou personnes concernées, nous pouvons participer à la déstigmatisation. Nous verrons aussi comment les actions qui ont déjà été mises en place sur le territoire peuvent permettre de lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Et puis l'objectif, c'est aussi de diffuser un maximum d'informations auprès des jeunes pour qu'ils soient sensibilisés le plus tôt possible et qu'ils puissent participer eux aussi tout de suite maintenant à réduire la stigmatisation. On vous mettra au fur et à mesure du webinaire des liens dans le chat, alors soit des références, soit les liens vers les sites des partenaires, soit ceux qui prennent la parole, soit d'autres partenaires incontournables de la lutte contre la stigmatisation. Et puis n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions ou demander des précisions ou des liens spécifiques pour cet atelier, enfin voilà, pardon, ce webinaire. Je laisse la parole à Aude. Merci beaucoup. Merci Amélie Marion pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi je suis responsable directrice du Psycom depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc avant de vous présenter Psycom, je déclare que je n'ai aucun lien d'intérêt avec des entreprises fabriquant ou commercialisant des produits de santé. Comme je m'intéresse à la question de l'information en santé mentale, c'est important de savoir que je n'ai pas de lien d'intérêt. Au Psycom, on est subventionné par des fonds publics. Donc, Psycom est un organisme public qui existe depuis plus de 30 ans. On peut dire qu'on a une certaine maturité sur la question de l'information et de la lutte contre la stigmatisation. Nos missions, donc, c'est d'informer, d'orienter et de sensibiliser sur la santé mentale au sens très large.
Donc, notre mission d'information, ça passe par le fait de proposer une information fiable, accessible et indépendante sur la santé mentale, les troubles psychiques, les soins, l'accompagnement, etc. Donc, via une trentaine de brochures d'information que certaines d'entre vous connaissent certainement, une revue de presse bimensuelle, et puis surtout un site web et une présence assez intensive sur les réseaux sociaux pour diffuser tout ce qu'on fait. Donc, pour vous donner une idée, le site web, ça donne vraiment une information à 360 degrés sur toutes les thématiques de santé mentale, c'est-à-dire de la promotion à la prévention, aux soins, au rétablissement, et sans oublier la question des droits des personnes concernées. Sur la question de l'orientation, pareil, sur notre site, on recense énormément de ressources qui aident à trouver la bonne porte d'entrée dans les différents dispositifs quand on a besoin d'aide ou de soins. Donc, on a des annuaires de ressources qui recensent le soin, le médico-social, le social, un guide en ligne des lignes d'écoute qui est mis à jour régulièrement. On est les seuls à faire ça. Il y a plus de 150 lignes d'écoute qui existent en France, il faut le savoir, selon différentes thématiques, différentes tranches d'âge. On a aussi un guide des associations d'entraide et une carte interactive des GEM. Et on a une grosse mission de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on développe, on invente des outils pédagogiques et on fait des sensibilisations, des parcours de formation, de sensibilisation pour expliquer la santé mentale, faire évoluer le tabou, lutter contre la stigmatisation et les discriminations. Donc, ça peut passer, par exemple, par les arbres aux idées reçues, comme on voit derrière Amélie, il y avait un bel arbre aux idées reçues, des posters mythes et réalités, des kits pédagogiques, le cosmos mental, le jardin du dedans. Et puis, on a développé aussi un outil de directive anticipée en psychiatrie qui s'appelle Mon GPS. Alors, les enjeux de la stigmatisation, Amélie les a rappelés. Il faut se remettre en perspective historique. Pourquoi on a commencé à parler de stigmatisation il y a une vingtaine d'années? Parce que historiquement, on est passé en gros de l'asile à la cité, de personnes qui étaient invisibles puisqu'elles étaient enfermées dans les murs de l'asile à des personnes qui sont devenues plus visibles en étant soignées en dehors des murs de l'asile. Et on est passé dans le vocabulaire, dans la conception, etc., de la conception de personnes aliénées à des citoyens et des citoyennes qui ont des droits à exister dans la cité. Et donc, cette évolution a fait que la question de la stigmatisation a émergé parce que tant que les personnes étaient enfermées derrière les murs des asiles, il y avait moins de problématiques de stigmatisation puisqu'elles étaient carrément exclues de la société. Donc, la stigmatisation, on peut dire que c'est vraiment un enjeu de citoyenneté. Alors, la stigmatisation, ça veut dire aussi parler de quelle est la représentation de la folie qu'on a dans nos imaginaires collectifs, puisque la stigmatisation, c'est basé sur des représentations. Et grosso modo, on peut dire que, alors quand je dis la folie, je dis pas que la folie existe, hein, mais c'est vraiment au niveau de l'imaginaire, des représentations sociales. La folie, le fou, la folle, c'est encore associé à beaucoup d'images de danger, de violence, d'imprévisibilité, mais aussi la notion de chronicité, contre laquelle des perspectives orientées au rétablissement essayent d'agir aussi, la notion d'invalidité, d'incapacité, d'irresponsabilité, l'idée de traitements qui sont complexes et mal connus, et puis la notion d'exclusion sociale. Donc quand on parle de stigmatisation, ça veut dire qu'on essaye de faire bouger tout ça. Et comme c'est des représentations qui sont ancrées depuis très très longtemps dans notre imaginaire, c'est difficile à faire bouger. Alors l'enjeu, il est important. La stigmatisation, les personnes qui vivent la stigmatisation savent que ça diminue l'estime de soi des personnes qui la subissent, ça retarde l'accès aux soins, ça réduit les possibilités d'accéder à un logement, à un emploi, ça a un impact sur les relations affectives et sociales. Et puis, ça entraîne aussi ce qu'on a commencé à décrire plus récemment, des comportements d'auto-stigmatisation.
C'est-à-dire qu'on va s'approprier en fait la stigmatisation collective. Et évidemment, tout ça, ça augmente le risque de discrimination. Donc, on a fait un petit poster au niveau du psychome pour expliquer le lien entre justement la stigmatisation et la discrimination. Et on peut définir plusieurs étapes dans ce cycle de la discrimination. La première étape, c'est le fait d'étiqueter, c'est-à-dire de distinguer des penses visibles, par exemple, aller toute seule dans la rue. Alors, maintenant, c'est un petit peu moins le cas parce que comme tout le monde parle tout seul dans la rue, mais en l'occurrence, parce que les gens parlent au téléphone, c'est moins discriminant. Mais bon, le fait de mettre une étiquette sur une personne parce qu'elle a un comportement différent, à partir de cette étiquette-là, généraliser une caractéristique, par exemple, considérer que les personnes suivies en psychiatrie sont toutes violentes et dangereuses, ben ça, c'est un stéréotype. Et à partir de cette différence-là, séparer les personnes, différencier certaines personnes des autres, considérer qu'il y a d'un côté les gens qui ont des problèmes de santé mentale et de l'autre côté les gens qui iraient bien. Et cette séparation, ça entraîne la discrimination qui est le fait de priver une personne d'égalité, c'est-à-dire de traiter différemment aux yeux de la loi une personne de par une stigmatisation. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la stigmatisation dans le domaine de la santé mentale, elle est systémique, c'est-à-dire qu'elle est, ça concerne pas seulement l'interaction d'une personne avec une autre qui agirait de temps en temps, mais c'est bien toute la société qui contribue à cette stigmatisation des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Donc, ça passe par la manière dont on pose un diagnostic, par exemple. Les mots qui sont utilisés, il y a des études qui ont montré que les mots qui sont utilisés pour décrire les symptômes psychiatriques sont souvent très péjoratifs. Ça passe par la manière dont sont formés les professionnels de santé mentale, parce que les professionnels, et je vais y revenir, ne sont pas exempts de toutes les représentations négatives qui sont dans l'imaginaire collectif. Ça passe par les pratiques soignantes, les traitements. Par exemple, considérer qu'on doit, si on est traité en psychiatrie, avoir un traitement médicamenteux à vie. Ça confirme l'idée d'une chronicité de la pathologie qui n'est pas forcément juste. La question du non-respect des droits, c'est la manière dont c'est traité dans les médias d'information, dans les médias de divertissement, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, dans les séries, le cinéma, etc., etc. Donc, il y a plein d'éléments qui font que la stigmatisation des troubles psychiques et des personnes qui vivent avec ces troubles est vraiment très systématique et systémique. Alors, je vais aujourd'hui me concentrer sur une question qui est peu abordée, qui est la stigmatisation des pratiques professionnelles. Quand on parle de stigmatisation, on accuse assez facilement les médias de contribuer à une image péjorative, mais je pense que c'est intéressant de s'intéresser à ce que peuvent générer les pratiques professionnelles psychiatriques en termes de stigmatisation. Et il commence à y avoir quelques données sur ce sujet. Donc, ça a commencé il y a une vingtaine d'années, une première revue de littérature qui a montré que les professionnels de santé mentale peuvent à la fois stigmatiser, donc stigmatiser les personnes qu'elles soignent, être victimes de stigmatisation elles-mêmes, mais aussi, et c'est là qu'il y a un petit peu d'espoir, être de puissants agents de déstigmatisation. Voilà, donc il faut bien avoir en tête ces trois niveaux-là, la stigmatisation en tant qu'acteur, actrice, victime ou agent de déstigmatisation. Une étude qui avait été menée par Marc Livet, infirmier dans les années 90 en France, hein, donc vraiment une étude pionnière, avait déjà montré ça. Il avait constaté que les maladies mentales, comme on disait à l'époque, étaient toujours considérées sans guérison possible par 90% des soignants. C'est un peu ce que je vous évoquais tout à l'heure, cette notion de chronicité. Et les représentations de violence, de dangerosité, d'agressivité étaient très présentes chez les soignants. Ces stéréotypes de dangerosité se retrouvent dans une étude en 2011 sur les croyances des professionnels en santé mentale. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce qu'en disent les personnes qui sont victimes de stigmatisation. Et là, on voit que, par exemple,
un quart des expériences de stigmatisation subies par les personnes atteintes de schizophrénie et leurs familles sont liées aux soins de santé mentale. C'est-à-dire quand on demande leur vécu aux personnes et aux proches, on dit bah, moi, les personnes qui m'ont le plus stigmatisé, bah, c'était les soignants qui s'occupaient de moi. Une autre étude s'est intéressée, l'étude Indigo, une étude internationale, a indiqué que 46% des personnes interviewées, alors qu'elles avaient un diagnostic de schizophrénie, ressentaient un sentiment de non-respect, d'humiliation ou d'injustice à cause de leur contact avec des équipes de santé mentale. Si on va un petit peu plus loin, les principales sources de stigmatisation, c'était les services de santé mentale en premier, les interactions sociales quotidiennes et l'autostigmatisation. Donc, ce qui est rapporté par les usagers en tant que pratique jugée stigmatisante, c'est le fait d'être infantilisé, d'être dans les interactions, d'être infantilisé par les soignants, de subir un manque de respect, un manque d'information et d'explication par rapport à la pathologie, par rapport au traitement, par rapport au droit. Un refus aussi d'impliquer la personne dans les décisions qui la concernent, c'est-à-dire on prend les décisions à la place de la personne sans lui demander son avis ou sans lui demander si c'est ça qu'elle souhaite. Un manque de confiance lors des plaintes somatiques, donc une difficulté à faire valoir des plaintes somatiques parce que souvent le diagnostic psychiatrique vient faire écran aux plaintes somatiques. Et une étude française, donc l'étude Stigma Pro, qui a été menée par l'Université de Bordeaux, Antoinette Proutot et Kevin Marc Valéry, entre autres, mais avec aussi l'UNAFAM, des services de soins, etc., a identifié 15 situations de stigmatisation dans les soins psychiatriques. Et on retrouve l'infantilisation, le refus de coopérer avec les usagers, le pessimisme concernant le rétablissement ou encore des pratiques violentes. Ce qui est associé avec Alors, je vais peut-être prendre une première série de questions s'il y a des questions, faire une petite pause là, si jamais il y a des questions. Alors, il y a deux remarques plus que des questions qui sont le fait de dire que tous les praticiens en santé en général peuvent être stigmatisants, donc que c'était pas forcément limité à la question de la santé mentale. Et puis aussi le fait que alors les visites blanches n'y changent rien. Je sais pas si on parle de des visites dans les services de soins ou Pour si les certifications, peut-être? Non? alors je sais pas Non, de je quoi. sais pas. Peut-être que la personne peut expliciter, puisque c'est la même personne que le collectif Entraide Autisme 44. Je ne sais pas si vous voulez en parler de cette question-là, de cette remarque. Alors, la remarque, oui, c'est sûr que les pratiques stigmatisantes, elles ne sont pas spécifiques aux professionnels de santé mentale. Là, en l'occurrence, moi, je me base sur les données qui existent et qui, quand on interroge des usagers et des familles, ce qui revient en premier comme source de stigmatisation, c'est les contacts avec les équipes de santé mentale. Et parce que je pense que c'est les contacts les plus fréquents aussi. Après, il y a aussi des études qui montrent qu'il y a de la stigmatisation quand il y a des contacts avec des services de soins somatiques. L'un n'empêche pas l'autre. Et puis, il y a une Voilà. autre question sur la distinction entre guérison et rétablissement. Oui, Est-ce que la guérison est entendue comme rétablissement qui est maintenant mieux défini? je vais revenir sur la question du rétablissement, mais effectivement, le paradigme, disons, du rétablissement est un peu différent de la guérison. C'est-à-dire, dans la guérison, on estime que qu'on va se débarrasser, entre guillemets, de la maladie, en guérir complètement, ne plus avoir de symptômes, etc. Dans le concept du rétablissement, c'est l'idée de retrouver une vie satisfaisante avec ou malgré des troubles qui peuvent persister, mais avec des soins, un soutien, un traitement, etc., qui peut permettre à la personne d'avoir une vie satisfaisante, même s'il y a des symptômes qui persistent. Donc, c'est un petit peu cette différence-là. Donc, si je continue, alors,
Alors, on a étudié pour essayer de savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de stigmatisation du côté des pratiques professionnelles. Bah, l'étude Stigma Pro montre que le fait d'avoir une vision uniquement biologique, par exemple, de la schizophrénie, plutôt qu'une vision multicausale, c'est-à-dire quand on donne des explications seulement neurobiologiques en disant la schizophrénie, c'est une perturbation des neurotransmetteurs, versus une vision qui tient plus en compte l'environnement global de la personne. Donc ça, c'est vraiment un facteur de stigmatisation. A contrario, ce qui entraîne moins de stigmatisation, c'est le fait de travailler aussi dans des milieux ouverts et non dans des unités fermées. Le fait que les professionnels perçoivent des similitudes entre elles et les personnes qui souffrent d'une schizophrénie, par exemple. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur le processus de séparation, c'est-à-dire plus on considère qu'il y a d'un côté les personnes qui vont pas bien, qui ont des problèmes de santé mentale, et de l'autre côté les gens qui vont bien. En général, de toute façon, nous, on se met toujours du côté des gens qui vont bien. Donc ça empêche de voir que la personne qui va pas bien n'est pas si différente de soi, en fait. Donc si on considère, on va dire, l'autre qui va pas bien comme pouvant être soi-même, eh ben on va moins stigmatiser. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'a montré Sigma Pro, c'est que plus on se sent utile dans son travail, moins on va stigmatiser. Et ça, c'est une variable aussi qui est issue de tous les travaux sur le burn-out professionnel, qui montrent que le sentiment d'utilité sociale, c'est un facteur important de protection contre la stigmatisation. Et le fait de travailler avec des médiateurs de santé pair, donc ça aussi, c'est un facteur qui réduit la stigmatisation de la part des soignants. Alors, comme je disais tout à l'heure, les soignants et les soignantes peuvent être des acteurs de stigmatisation, parfois à leur insu, hein, mais ils peuvent être aussi des victimes. Et par exemple, les pratiques coercitives, donc qui contribuent aussi à la stigmatisation des soins, hein, comme la contention et l'isolement, entraînent chez les soignants des sentiments d'impuissance, de chagrin, d'anxiété, de colère, de culpabilité et de désespoir. Donc ça, c'est quelque chose à reconnaître aussi. C'est-à-dire que, évidemment, les pratiques coercitives sont d'abord très néfastes pour les personnes qui les subissent, mais en fait, ça fait souffrir tout le monde. Et alors, ce qui est à signaler aussi, c'est que la stigmatisation réside plus dans les pratiques et non pas forcément dans les intentions ou les valeurs des professionnels. Et d'ailleurs, c'est souvent aussi parce que les professionnels se retrouvent en tension entre leurs valeurs, leur éthique professionnelle et certaines pratiques qui peuvent être en souffrance au travail. Et le fait de stigmatiser les soignants, évidemment, a des conséquences délétères sur leur bien-être au travail et sur leurs soins. Alors, la question, c'est comment on devient des agents de déstigmatisation une fois qu'on a pris conscience de tout ça. Bon, là, il y a par exemple le programme Stigma Pro, effectivement, qui vise à réduire la stigmatisation des pratiques, parce que des pratiques stigmatisantes, c'est un frein à des soins efficaces et à des soins respectueux. Donc, ce programme, par exemple, il encourage les soignants à devenir acteurs de la transformation de leur représentation et de leurs pratiques en utilisant des données issues d'études internationales. Donc, je vous signale d'ailleurs qu'il y a un appel à participation qui a été lancé par Stigma Pro cette semaine pour pouvoir, s'il y a des équipes qui sont intéressées à se lancer dans le programme Stigma Pro, elles peuvent prendre contact avec l'équipe de Bordeaux. Donc, les leviers qui permettent de devenir des agents de déstigmatisation, c'est d'embrasser les pratiques orientées vers le rétablissement. Donc, ça, c'est ce que porte aussi le CREPSI. Hein, donc, voilà. Donc, c'est prouvé que ça agit contre la stigmatisation globale. De déconstruire l'approche catégorielle de la santé mentale, c'est-à-dire le fait de catégoriser les personnes en fonction de diagnostics et de pronostics. D'améliorer la qualité de vie au travail des soignants, puisque le sentiment d'utilité sociale, et d'utilité tout court a un impact majeur sur la stigmatisation, et de former aussi sur des techniques précises de relations thérapeutiques, notamment la gestion des situations de crise, par exemple.
Donc, si on reprend le petit cercle que je vous montrais tout à l'heure entre étiqueter, stéréotyper, séparer, discriminer, ben, on peut voir des réponses possibles, des exemples d'actions aux différentes étapes de ce cycle de discrimination. Donc, pour éviter d'étiqueter, ben, c'est différencier le diagnostic et le pronostic, par exemple. Et souvent, je pense en particulier à la schizophrénie, comme on a cette représentation d'une pathologie chronique, souvent le diagnostic fait pronostic. Et ça, c'est assez fatal en termes de stigmatisation parce qu'évidemment, ça ferme beaucoup de portes à la personne. Si à partir du moment où on a posé le diagnostic, on est convaincu en tant que soignant que bah, cette personne-là, elle n'a pas beaucoup d'espoir, qu'elle ne pourra pas mener une vie satisfaisante, etc. Donc, la question de l'information aussi, pour que la personne puisse, quelle que soit sa situation, être partie prenante des décisions qui la concernent. Tout ce qui est le travail pour dissiper les préjugés, distinguer la personne de la maladie, tout ce qui peut éviter de séparer les personnes entre eux et nous, enfin la vision dichotomique qu'on a souvent, tout ce qui peut promouvoir du coup le rétablissement, et pour éviter la discrimination, tout ce qui peut promouvoir les droits et leur respect et l'inclusion dans la cité. Il y a peut-être quelques questions éventuellement par rapport à ça, avant que je passe aux actions concrètes. Non, pas de question particulière. Ok, alors je continue. Alors là, c'était comment on fait pour que ça change. Alors je vous ai mis une œuvre de Barbara Kruger qui est assez interpellante, qui dit c'est un petit monde, mais pas si on doit le nettoyer. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un petit monde, mais quand il s'agit de changer les pratiques, bah, c'est pas un petit défi. Donc c'était un petit clin d'œil artistique. Puisque si je reprends la notion de stigmatisation systémique, ça suppose que si on veut agir, il faut agir à tous les niveaux. À la manière dont on pose le diagnostic, à la manière dont on forme les soignants, aux pratiques psy, aux traitements, aux droits, tout ce qui se passe dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Donc on voit que toutes les actions qui peuvent agir à ces différents niveaux peuvent contribuer à lutter contre la stigmatisation et les discriminations. Alors, comment on s'y prend? On a 30 ans de recul sur des techniques, des tentatives, des programmes d'action qui ont été tentés et évalués. Et il faut toujours se méfier parce que dans la lutte contre la stigmatisation, il y a plein de bonnes intentions, mais beaucoup aussi de mauvaises intuitions. C'est-à-dire qu'on peut croire que ça serait bien de faire comme ci ou comme ça, mais si on ne se base pas sur des données probantes, on peut tout à fait renforcer la stigmatisation. Donc, ce qu'on sait, c'est que pour réduire la stigmatisation, il faut agir sur 3 axes. Les connaissances, ça, c'était les premières vagues d'action, c'est augmenter l'information, lutter contre l'ignorance et la mésinformation, c'est-à-dire augmenter l'information sur les troubles psychiques, sur les soins, sur les droits, etc., sur la stigmatisation. Ça, c'est un premier axe. Changer les attitudes pour agir contre les préjugés et changer les comportements pour agir contre les discriminations. Donc, ce n'est pas un petit chantier. Et donc, tout ce qui peut contribuer à ces 3 axes-là peut être bénéfique. Alors, ce qu'on sait aussi, parce qu'encore une fois, on a 30 ans de recul, c'est que alors les connaissances, ça passe par des campagnes, des programmes de communication, par exemple, des actions d'éducation pour apporter des données objectives, donc tout ce qui est brochures, livrets, vidéos, conférences, échanges, tout ce qui est fait en France depuis plusieurs années, par exemple au moment des semaines d'information sur la santé mentale. Bah, tout ça, ça agit contre la stigmatisation en apportant des connaissances au grand public. Tout ce qui favorise les échanges, ce qu'on appelle les interventions basées sur le contact, donc qui réduit la distance sociale, ça permet de changer les préjugés. C'est-à-dire que souvent, en fait, on a des préjugés parce qu'on ne connaît pas dans son entourage une personne qui est dans telle ou telle situation. On va avoir des préjugés sur les personnes en situation de handicap, sur les personnes sourdes, sur les personnes racisées, etc. Parce que plus la personne est éloignée
de son champ de vision, j'ai envie de dire, plus on peut avoir des préjugés autour. Donc, tout ce qui va permettre le contact, la relation humaine va être favorable. Et puis, pour changer vraiment les comportements, bah, c'est l'advocacy, différentes associations. Il y a eu une petite coupure, Aude, sur la partie comportement. Est-ce que tu peux revenir juste sur cette petite Oui, partie-là? hop. Ouais, parce qu'en fait, j'essayais de remettre ma vidéo, mais dès que je remets ma vidéo, ma bande passante est mauvaise. Donc sur les actions pour changer les comportements, bah, c'est vraiment les actions de revendication en fait, hein, de défense des droits, etc. Et là, on est sur de l'advocacy en fait. Donc je notais ce qui était fait en France, advocacy, l'UNAFAM, etc. Qui essayent de vraiment faire changer les comportements. Hop. Alors, ce qui est important aussi quand on veut agir, c'est d'agir avec des repères. Donc, encore une fois, pour ne pas faire n'importe quoi. Et donc, ce qu'on sait qui favorise l'efficacité des actions de lutte contre la stigmatisation, c'est le fait que ces actions, elles soient pensées avec des personnes directement concernées dès le début. C'est-à-dire de ne pas imaginer, encore une fois, enfin, c'est rien pour nous sans nous, quoi. C'est-à-dire de ne pas imaginer que, ah ben moi, je suis soignant, ou je suis, je sais pas, proche, etc. Je vais faire une action parce que je veux que ça change, que les patients soient mieux respectés, etc. Mais il faut d'abord, enfin, on ratera la cible si on ne demande pas, d'abord, si on ne se base pas sur les besoins premiers des personnes qui sont elles-mêmes victimes de stigmatisation. Donc ça, c'est vraiment le prérequis absolu. Pas imaginer des choses, mais c'est pareil pour l'éducation thérapeutique des personnes. On peut avoir des très bonnes idées de ce qu'il faudrait que les gens sachent. Si on n'implique pas les personnes directement concernées par l'action d'éducation thérapeutique, on ratera plus sûrement sa cible. Donc, si on veut monter une action, ben, on la travaille avec les personnes directement concernées. Il faut que l'action, elle promeuve les droits des personnes directement concernées, parce que tout ça, c'est lié. La stigmatisation et le respect des droits, c'est très lié. Qu'elle permette de s'informer, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un axe d'action sur les troubles psychiques, mais aussi sur les possibilités de rétablissement. Que les actions, elles soient développées en partenariat local. C'est-à-dire, on dit toujours oui, il faudrait faire une grande campagne, etc. Mais si on veut agir contre la stigmatisation, il vaut mieux travailler au local. Donc, encore une fois, tout ce qui est fait pendant les semaines de santé mentale ou des actions comme ça, la psycyclette ou autre, ben ça, c'est vraiment plus impactant. S'adresser à des publics ciblés avec des messages sur mesure. On ne parle pas pareil à des policiers, à des élus, à des enfants. Et travailler avec les médias pour faire connaître l'action. J'accélère un peu. Pour ça, au niveau du psychom et avec un groupe de travail du ministère, on a fait un outil qui s'appelle le GPS anti-stigma, donc qui permet de se repérer justement quand on veut monter une action. On peut consulter une typologie d'action, on peut auto-évaluer son action, on peut découvrir les recommandations de bonnes pratiques. Voilà. Et donc, on retrouve les 6 critères avec des explications, etc. Donc, par exemple, sur le critère 1, pourquoi il faut que les gens participent dès le départ. Et puis, on peut auto-évaluer une action qu'on aurait montée, par exemple, faire un avant-après. Et on répond aux 6 critères, on s'évalue et on peut avoir un résultat comme ça qui nous dit, ah bah tiens, par exemple, sur la promotion des droits, la prochaine fois, il faudrait qu'on fasse un petit peu mieux. Voilà. Et donc, bah, typiquement, j'en reparle, mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans les semaines de santé mentale, ben, le GPS anti-stigma, ça peut être un guide pour monter les actions pendant les sismes ou toute autre action. Alors, ce qu'on sait aussi, comme je l'ai dit, que les campagnes d'information généralisées, elles ont un faible impact, elles coûtent cher et elles ont peu d'impact sur les stéréotypes et les attitudes. Donc, vaut mieux travailler avec des petits groupes sur des publics ciblés.
Ce qu'on sait aussi, c'est que les effets ne durent pas longtemps. Et ça, c'est un peu déprimant quand même, parce que quand on s'est démené pour faire une action et qu'on a l'impression que les personnes, bah oui, elles ont appris quelque chose, elles ne voyaient plus tout à fait les choses de la même façon, bah, en fait, cet effet-là, il ne dure pas longtemps dans le temps parce que rapidement, les stéréotypes reviennent. Donc, il faut répéter les actions dans le temps. Enfin, une action une seule fois, ça va avoir très peu d'impact en fait. Et puis, c'est très difficile aussi d'évaluer l'impact sur le changement des représentations, mais j'y reviendrai. Alors, juste pour vous donner un éclairage, les Néo-Zélandais ont développé depuis, c'est ceux qui ont commencé le plus tôt, un gros programme anti-stigma qui tourne depuis 97 et donc qui est évalué régulièrement. Et donc, beaucoup d'argent dépensé. On est sur un contexte un peu particulier parce que c'est la Nouvelle-Zélande, c'est une île, enfin c'est un archipel, mais un peu avec une identité culturelle assez forte et une population limitée. Et donc, ils constatent qu'ils ont eu des progrès modestes, mais clairs, dans la réduction de la stigmatisation. Un résultat intéressant aussi, c'est que dans ce contexte-là, ben, la famille, l'amitié et la vie sociale sont les domaines de discrimination les plus fréquemment signalés par les participants. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'on accuse toujours les médias, etc. Mais finalement, au jour le jour, là où les personnes interrogées ressentaient le plus de stigmatisation, c'était plutôt dans leurs relations familiales, amicales et dans la vie sociale. L'autre gros programme, c'est le programme Time to Change au Royaume-Uni, qui a tourné de 2003 à 2021. Et vous voyez là un peu les derniers. Alors, il faut dire que c'était, quand je dis un gros programme, c'est que ça a été jusqu'à un financement de 20 millions de livres par an, hein. Donc, c'est pas petit en termes d'investissement. Et on peut dire qu'au regard de l'investissement énorme qui a eu lieu avec donc des campagnes qui étaient à 360, des campagnes dans les médias, sur les réseaux sociaux, de la diffusion de documents, enfin vraiment tous azimuts, du plaidoyer, enfin c'était vraiment énorme comme programme. Ben, il note une augmentation des connaissances de 10%, ce qui est quand même assez modeste. Les attitudes ont changé à 12% et les comportements 11%. C'est quand même des résultats pas faramineux non plus par rapport au coût investi tous azimuts, quoi. Donc ça interroge. Et ce qu'il faut voir aussi voilà, ce qui est assez fort aussi, c'est que il constate qu'il y a des effets positifs significatifs et modérés, mais surtout, en fait, ils sont incapables de savoir si les changements qu'ils ont observés, c'était dû au programme ou à autre chose, ou à l'évolution naturelle de la société, ou à d'autres éléments. Donc, une difficulté grande à attribuer les changements des comportements, des attitudes et des stéréotypes à l'effet de la campagne. Parce qu'il aurait fallu faire, et ça c'est impossible à faire en fait, il aurait fallu comparer des gens qui n'ont pas été exposés du tout à la campagne avec des gens qui ont été exposés à la campagne, et ça c'est pas possible. Et alors ce qui s'est passé, c'est que Time to Change, qui est toujours cité en exemple, s'est arrêté brusquement après le Covid du fait de la crise économique. Et quand ils ont évalué, les chercheurs qui évaluaient régulièrement Time to Change, 3 ans après l'arrêt, ils ont remené une évaluation et ils ont montré que ils ont montré une diminution des connaissances liées à la stigmatisation dans la population générale. C'est-à-dire, une fois que le programme s'est arrêté, bah, les gens étaient moins sensibilisés. Il y avait un plus grand pessimisme par rapport à la possibilité de trouver des soins, une moindre confiance dans la capacité à aider. Et tout ça, ça vient aussi dans un contexte de crise économique, de délabrement aussi du système de soins anglo-saxon, etc. Donc, dans ces conditions-là, une difficulté d'accès aux soins, etc., bah, la stigmatisation, elle remonte. Même s'il y a un peu un résultat positif où il y a un certain nombre de personnes qui se déclaraient plus disposées à interagir avec les personnes atteintes de dépression et de schizophrénie. Et donc, un effet un peu paradoxal.
Alors, un focus, il me reste combien de temps? Pas grand Et temps, hein. on a jusqu'à 16 heures. Ah bon, Questions. ça va alors. Ok. Question incluse, oui, bah, je vais accélérer. Un point important aussi, c'est la limite des explications biogénétiques. Depuis une vingtaine d'années, façon d'agir contre un dérèglement de la sérotonine, etc. Pareil pour la schizophrénie, etc. Donc tout ce qui est les explications plutôt orientées neurosciences ou les explications biogénétiques. Donc là, il y a eu aussi des études qui ont étudié l'impact de ce type d'explication sur les idées reçues. Et voilà. Et donc, ce qui a été montré, c'est que augmenter le niveau de connaissance sur les troubles psychiques par le recours aux explications biogénétiques, en fait, ça améliore l'acceptation des soins. Donc, c'est déjà important. C'est-à-dire qu'on va plus considérer que la dépression, l'anxiété, etc., ça peut relever de la médecine. Donc, on va plus aller chercher de l'aide de ce côté-là. Ça diminue le sentiment de culpabilité vécu par les personnes concernées, le sentiment de honte, etc. Mais ça ne réduit pas, voire ça augmente la stigmatisation, la perception du danger, le désir de distance sociale et le pessimisme vis-à-vis du rétablissement. C'est-à-dire que plus on va expliquer non, mais c'est une maladie comme une autre, c'est un problème dans le cerveau, c'est un neurotransmetteur, etc., plus en fait ça risque de renforcer la stigmatisation. Alors pourquoi? Il y a plusieurs explications à ça. Le fait qu'en fait, il y a un décalage entre les représentations qu'ont les experts, les psychiatres, les chercheurs, ont des représentations des pathologies qui sont donc biogénétiques, mais les personnes profanes ont d'autres représentations. Et pour les personnes profanes, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le champ des neurosciences, si on dit bah, c'est un problème du cerveau, en fait, ça équivaut à dire c'est une personne qui maîtrise pas son état, qui peut perdre le contrôle de son comportement et devenir imprévisible et dangereuse. Donc, ce qu'on pense être une explication en tant qu'expert qui va rassurer, en fait, elle vient augmenter la peur du danger et le désir de distance sociale. Une autre explication, c'est que, là c'est l'explication d'une psychologue sociale, Denise Jodelet, qui dit en fait le fait de donner une explication biogénétique, ça active des croyances archaïques. Elle a travaillé sur les croyances qu'on a autour de la transmission de la folie par les liquides corporels. Et donc, elle dit le fait d'ancrer en fait les choses dans le corps, ça vient réactiver la peur d'une transmission un peu épidémique en fait, comme on pouvait croire que l'épilepsie, il fallait pas toucher les personnes épileptiques parce qu'on risquait d'attraper l'épilepsie comme ça. Et une troisième limite qui a été montrée aussi, c'est que cette étiologie bio-dysfonctionnement, hein, donc en faisant fi de tout le reste de la complexité de la personne, et que ça a tendance à, ce qu'on dit, essentialiser la personne, c'est-à-dire réduire la personne à sa maladie, ou réduire la personne à une maladie, et donc on sait que ça renforce aussi la stigmatisation. Je voulais faire un petit point aussi sur les limites du changement de vocabulaire, parce que concernant spécifiquement la schizophrénie, on sait qu'il y a des stratégies de communication qui ont été déployées, notamment par le collectif Schizophrénie ou d'autres, pour essayer de rectifier l'usage métaphorique du mot schizophrénie dans les médias. Ça revient régulièrement, les journalistes utilisant le mot schizophrénie pour parler d'ambivalence, de duplicité, etc. Donc, l'usage métaphorique du mot schizophrénie. Et il y a des interventions disant bah, il faut arrêter d'utiliser ce mot schizophrénie, c'est une maladie, c'est pas un dédoublement de la personnalité, c'est pas le bon usage. Alors le problème là, c'est qu'on se retrouve face à un paradoxe de communication puisque étymologiquement, le mot schizophrénie, c'est qui a l'esprit divisé. Donc en fait, l'étymologie est en adéquation avec la représentation du dédoublement de personnalité et donc l'usage métaphorique, il est exact. Donc ça va être compliqué d'arriver à faire changer les choses puisque l'usage métaphorique est conforme à l'étymologie du mot.
Et puis, il y a une autre limite aussi, c'est qu'il y a une grande variété d'expressions symptomatiques qui reçoivent l'étiquette de schizophrénie ou de troubles schizophréniques. Il n'y a pas de paradigme universel, il y a des conceptions très, très variées. Donc, c'est difficile de dire, non, mais c'est une maladie, et voilà, je vais vous expliquer ce que c'est. Oui, il y a deux limites à cette tentative de changement, spécifiquement par rapport à la question de la stigmatisation de la schizophrénie, entre guillemets. Après, il y a aussi le fait que attirer le regard sur, enfin, demander un autre regard, c'est aussi attirer le regard. Et on peut aussi, en attirant le regard, renforcer le stigmate. Donc, avoir un effet aussi de confirmation du stigmate plutôt que d'atténuation du stigmate. Il y a la question de comment on résiste à l'autostigmatisation. Donc là, il commence à y avoir des études aussi qui ont montré que finalement, l'autostigmatisation, elle n'est pas systématique. C'est-à-dire, tout le monde n'intègre pas, n'intériorise pas la stigmatisation. Et donc, il y a beaucoup d'études qui ont commencé à essayer de comprendre comment, qu'est-ce qui fait que certaines personnes résistent à cette intériorisation en fait des idées reçues autour de telle ou telle pathologie. Et donc, il y a différents leviers aussi qu'on peut activer par rapport à ça. Le fait de reconnaître que la stigmatisation, c'est subjectif, c'est pas une vérité absolue, etc. Le fait, la capacité de résilience, etc. Et on peut aussi agir à 3 niveaux pour résister à l'autostigmatisation, c'est-à-dire ne pas croire ni s'appliquer les stéréotypes stigmatisants, donc prendre de la distance par rapport à ces stéréotypes-là. Bon, ça demande un peu de courage et d'énergie, hein. Ça peut être aussi en agissant sur ses pairs, en partageant ses expériences, en cherchant l'entraide, etc. Et puis, tout ce qui est de l'ordre du partage d'expériences vécues et de plaidoyer, tout ça, ça peut contribuer à moins s'auto-stigmatiser. Mais on peut aussi dénoncer la stigmatisation, voilà, être plus dans l'action en disant mais ça suffit. Rejeter les stéréotypes, mais on peut aussi, une technique, on parle beaucoup actuellement de il faut parler, il faut parler, il faut parler, mais agir contre l'autostigmatisation, ça peut être décider aussi de ne pas parler de ces troubles. C'est aussi une stratégie. Je veux dire, ça, c'est vraiment, ça relève de chaque personne de savoir dans quelle situation elle est la plus confortable, soit en parlant de ses troubles pour être plus actrice du changement de regard, soit au contraire en parlant pas. Et là, il y a deux programmes qui commencent à être développés justement pour résister à l'autostigmatisation, le programme NECT et le programme HOPE. Tout ce qui, alors pour revenir, je terminerai là-dessus sur la commission du Lancet, effectivement, dans les perspectives prometteuses, c'est au final, au bout de 30 ans de recherche, le seul truc qui fonctionne à peu près, c'est le contact social. Donc effectivement, la commission du Lancet s'est mis comme objectif assez ambitieux, voire utopique, de mettre fin à la stigmatisation. Je ne pense pas qu'on y arrivera un jour. Et en valorisant tout ce qui est le contact social, les interactions avec les experts d'expérience, donc ils peuvent passer par les bibliothèques vivantes, par des témoignages, par des vidéos, etc. Donc ça vise à réduire les préjugés. Donc il y a tout un document qui n'est pas encore complètement traduit, mais Zest a fait une traduction. Il y a ce qui est notable aussi, c'est dans le document qui a été publié par l'OMS, c'est qu'il y a deux études de cas françaises, donc il faut souligner, dont Facette Festival qui est avec nous aujourd'hui, et la zone d'expression contre le stigma, Zest, qui est portée par l'hôpital du Vinatier à Lyon. Donc, ce qu'on sait, pour terminer, c'est que tout ce qui peut promouvoir le rétablissement, les soins orientés rétablissement, ça améliore la compréhension des pathologies, ça agit contre la stigmatisation, ça contribue à distinguer personnes et maladies. Les pratiques orientées rétablissement entraînent moins de stigmatisation de la part des professionnels. Donc ça, c'est quand même un gain, on fait d'une pierre deux coups, quoi. Penser la maladie psychique sous forme d'un continuum d'intensité.
et pas de manière catégorielle en regardant les gens seulement par leur diagnostic. Et évidemment, du côté des patients, comme des soins orientés à rétablissement, bah, c'est moins stigmatisant que des soins sans consentement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la stigmatisation est un obstacle majeur pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques, malgré des décennies d'efforts. Faut être très modeste, hein, les programmes ont un impact limité et peu durable. Donc, il faut vraiment bien penser ses actions pour ne pas dépenser de l'argent en vain. L'archétype du fou dangereux persiste. Voilà. Et donc, ça suppose aussi d'avoir une approche plus structurelle et institutionnelle pour garantir en particulier les droits humains, voilà, en développant des pratiques axées sur le rétablissement. Donc, la boussole du respect des droits devrait vraiment orienter tous les soins. Et puis, au-delà de la stigmatisation, parce qu'on parle beaucoup de stigmatisation, mais ce qui gêne dans la vie quotidienne, c'est les discriminations. Voilà. Donc, si la stigmatisation, ça porte beaucoup sur notre imaginaire collectif qui est difficile à changer, par contre, on a peut-être plus de capacité d'action sur la lutte contre les discriminations et le respect des droits. Voilà. Et donc, ça, c'était pour terminer. Un petit clin d'œil avec une artiste que j'aime bien qui s'appelle Mystique, qui a une exposition en cours au Palais des Papes à Avignon et qui nous dit gouverner nuit gravement à la santé mentale. Donc, j'espère que, je ne sais pas, peut-être que la grande cause santé mentale pourra faire inverser cette réflexion-là de la part de Mystique. On va tous croiser les doigts. Merci à vous. Merci Aude. Merci beaucoup, Aude, de cette intervention. On a dit qu'on faisait une session de questions là, hein, c'est ça? N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, à les mettre dans le chat. Moi, j'en ai quelques-unes. Peut-être une petite illustration déjà. À quel point l'autostigmatisation entrave la qualité des soins. J'étais de garde cette nuit, enfin hier soir, et j'ai rencontré une personne qui a été en situation de décompensation de ses troubles psychotiques et qui était en très très grande difficulté, qui avait beaucoup de symptômes et qui me disait mais non, je ne suis pas malade puisque vous voyez bien, je n'ai jamais été agressive envers personne, je n'ai jamais agressé personne. Et donc du coup, elle était elle-même convaincue dans son intensité de psychotique, elle disait mais non, et c'était vraiment pour elle, c'était impossible. Ben non, vous voyez bien que je suis pas malade puisque je suis pas dangereuse. Je suis quelqu'un de très gentil, de très, j'ai jamais fait de mal à personne, donc je ne peux pas être malade comme vous me dites que je suis en difficulté et qu'il faut me faire aider, mais non, je ne suis pas malade. Donc c'est aussi de dire, je trouve que vraiment le stigma, c'est aussi, ça nous entrave tous les jours. Ça entrave les gens tous les jours dans leur acceptation et la qualité de leur accès aux soins. Oui, ça peut nourrir le déni aussi, effectivement. Ça, c'est un bel exemple. Hein, parce le déni, c'est un mécanisme de défense tout à fait physiologique pour moi. C'est tout à fait normal de dénier quand on a ces représentations-là. Personne ne peut s'identifier à ces représentations-là. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours le fou, c'est l'autre, c'est toujours l'autre, en fait, c'est jamais soi, quel que soit son état psychique, en fait. Personne ne se reconnaît dans la figure du fou, même des personnes qui ont reçu des diagnostics psychiatriques. Donc, c'est une figure très effrayante. Je voulais savoir si on avait quelques clés, est-ce qu'on a identifié ce qui faisait, ce qui limitait à ce point l'impact des programmes de déstigmatisation, ou qu'est-ce qui fait que ça évolue si lentement en termes de changement de regard et de stéréotypes, de préjugés dans la société française au moins? Moi, mon hypothèse, après 30 ans les représentations sociales, c'est pas bien ou mal, on en a besoin, en fait. Les représentations sociales, elles ont une fonction sociale, justement. Donc, l'objectif, c'est pas de les annihiler, en fait. C'est pour ça que moi, je dis que c'est plus important, enfin, je pense que c'est plus
pertinent aussi pour les personnes qui sont victimes de stigmatisation et de discrimination d'essayer d'agir sur les discriminations, parce que là, c'est plus concret, en fait. Une discrimination à l'embauche du fait d'un trouble, une discrimination avoir un prêt immobilier du fait d'un diagnostic, etc. Ça, c'est du concret, en fait. Donc, faire changer les choses de ce côté-là, je pense qu'on a plus de prise et que du côté des représentations sociales, on a besoin des représentations sociales. Les représentations sociales de la folie, elles sont ancrées en nous depuis des millénaires et on en a besoin pour aussi comprendre le monde. Donner des explications à la violence, par exemple, même si on peut dire, bah oui, concernant l'exemple de Marion, bah, on pourrait tout à fait dire à cette dame, non, non, mais détrompez-vous, en fait, les personnes avec des troubles psychiques sont plus victimes de violence qu'actrices de violence, mais bon, voilà, c'est difficile à changer parce que dès qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est l'hypothèse de la folie, c'est quand même bien pratique, en fait, pour se rassurer et pour donner une explication à ce qui paraît inconcevable. Et je pense là en particulier aux crimes, aux meurtres, etc. On voit dans d'autres situations, oui, c'est plus facile de dire que telle ou telle personne qui a fait tel ou tel acte était folle que de s'interroger sur notre propre part de dangerosité en tant qu'être humain. Je me posais la question, là, quelqu'un souligne le fait de l'importance de l'acquisition de compétences psychosociales dès le plus jeune âge. Et moi, je me disais, mais est-ce qu'on a des données sur les jeunes générations, les adolescents, très jeunes adultes actuellement? Est-ce que le stigma, en fonction des catégories d'âge, on a des données chez les jeunes générations, puisqu'on sait la morbidité, l'importance des troubles psy chez ces jeunes générations? On a des chiffres, hein, on sait que c'est très présent dans leur quotidien et c'est beaucoup plus présent que avant Covid, en gros. Et est-ce qu'on a des données sur comment les jeunes générations appréhendent la question de la santé mentale, de la psychiatrie? Est-ce que finalement, ils sont aussi stigmatisants que les plus vieux? À ma connaissance, il n'y a pas de données spécifiques sur les moins de 18 ans. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a il y a quand même une plus grande facilité à parler de ces choses-là. Quand on voit en particulier sur les réseaux sociaux et le nombre de personnes jeunes qui en parlent ou de personnes influentes, enfin, et influenceurs qui parlent de ces questions-là. Donc, il y a une certaine libération, on va dire, de la parole sur ces questions-là. Ça ne veut pas forcément dire que le stigmate est moins fort ou que ça fait moins peur, en fait. Mais à ma connaissance, pas forcément en faveur d'un mieux-être, parce que de toute façon, quand on va pas bien, on n'est pas bien perçu non plus, on fait peur. Enfin, voilà. Donc, mais en tout cas, j'ai pas d'études en tête précises. C'est toujours compliqué aussi de faire des enquêtes chez les jeunes, enfin, quand je pense mineurs, en fait. Mm. Après, il y a aussi des effets de contagion, entre guillemets, ce qu'on voit actuellement sur les gestes auto-infligés, l'automutilation chez les jeunes filles, etc. Il y a des effets aussi un peu paradoxaux où tout d'un coup, la scarification, l'automutilation, ça va être une façon aussi à la fois de lutter contre ses propres angoisses, mais en même temps de se faire accepter dans une espèce de communauté enfin voilà, voire même des espèces de concours un peu morbides. Bon, mais il faudrait des études un peu plus précises, effectivement, sur ce sujet-là. Une plus grande facilité à en parler, oui, c'est sûr. J'ai une autre question, tant que j'y suis. Je me demandais, tu disais que le fait d'avoir des modèles de compréhension biologique principalement était plutôt, aggravait la stigmatisation. Ouais. Il y a dans les modèles d'explication des troubles psychiques qu'on utilise soit en formation auprès des étudiants, soit en éducation thérapeutique ou en sensibilisation en général, on utilise beaucoup la question du modèle vulnérabilité stress
En tout cas, nous, on utilise pas mal ça, et je trouve que c'est une des manières de pouvoir à la fois, enfin, que c'est très déstigmatisant. J'ai même un usager qui, en éducation thérapeutique, m'avait dit que ça avait été l'explication sur le modèle du modèle vulnérabilité stress, ça avait été pour lui un ressort de rétablissement parce que Mm, du coup, ça donnait du pouvoir d'agir en fait sur ces troubles, tout à fait. on a du pouvoir sur Mais les facteurs de fragilisation, les facteurs de protection. oui, oui, je pense que c'est beaucoup plus ouvert comme explication que de dire bah, vous avez un dérèglement au niveau du cerveau. À l'heure actuelle, on ne comprend pas bien ce qui se passe. On a des médicaments, mais on ne sait pas faire le lien entre la molécule et le symptôme. Enfin, bon, c'est pas très porteur d'espoir, hein, tout ça. Donc, et puis, ça suffit pas. Enfin, je veux dire, on n'est pas juste des neurones et des neurotransmetteurs, on est des êtres sociaux, en interaction avec un environnement global. Quand on voit que le fait d'avoir accès à la nature ou de pratiquer une activité artistique, ça a un impact sur notre santé mentale, on se dit que c'est pas juste un problème de dopamine, quoi. Donc, c'est ce qu'on explique, nous, avec le cosmos mental aussi, et ce qui rassure pas mal les gens quand on dit, bah voilà, on évolue dans un univers où on rencontre des obstacles, on a des ressources internes qui sont notre capacité de résilience, notre capacité à demander de l'aide, notre estime de nous-mêmes, mais aussi extérieure, le soutien social, familial, un environnement bienveillant, etc. Ben cette vision globale, en fait, elle parle plus, enfin, c'est une vision humaniste, holistique, elle parle plus qu'une vision qui essaye de trouver une explication très partielle, en fait, de quelque chose qui est plus bah, comment la vie nous bouscule, en fait, et comment on fait quand la vie nous bouscule. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois un peu les choses, mais après, je suis pas soignante, hein, mais en tout cas, oui, je pense que il y a une vigilance à avoir par rapport à ça parce que je pense que c'est avec beaucoup de bonnes intentions qu'on tient aussi le discours en disant ah non mais on a compris, c'est un truc au niveau du cerveau, quoi. Mm. C'est pour essayer de rassurer, mais face à tout l'effet inverse, en fait. Mm. Et effectivement, pour rebondir sur la question des compétences psychosociales, qui sont une partie aussi de ce qui peut nous aider justement à prendre soin de notre santé mentale, à interagir avec les autres, à éviter les conflits, la violence, etc. Bah, évidemment, tout ça, c'est autant d'outils dans notre boîte à outils pour vivre. Mm. Donc, ça peut être favorable. Et tout ce qui peut être, nous, c'est ce qu'on porte au niveau du psychom. Enfin, développer une culture commune de la santé mentale. De quoi parle-t-on quand on parle de santé mentale? Le fait qu'on a toutes et tous une santé mentale, etc. Comment on en prend soin. Bah, tout ce qui est autour du lien social est super important aussi. 60% des déterminants de notre santé physique et mentale dépendent pas de nous. Mm. Elles dépendent de nos conditions de vie, notre niveau de revenu, nos logements, l'accès à la nature, l'environnement dans lequel on vit, la société, le régime politique, voilà, pas juste de notre cerveau. Il y a des questions, peut-être, Amélie, tu veux Non, il y a pas, enfin, il y a pas tellement de questions, il y a des commentaires en fait, il y a des petits ajouts sur le chat, effectivement, avec le fait que, bah, une confirmation que chez les jeunes, il y a quand même beaucoup de stigmatisation. La question, effectivement, de la sensibilisation qui permettrait de, voilà, une meilleure acceptation de la maladie. La question de l'insertion, la réinsertion socio-professionnelle qui joue un rôle aussi. Mm, Voilà. Et puis, une demande en lien avec la formation des accompagnants, enseignants, entraîneurs, animateurs, enfin voilà, tout professionnel, toute personne, voilà, qui accompagne les jeunes, qui pourrait avoir une vision un peu plus, enfin voilà, plus de connaissances et permettre une vision plus transversale, voilà, pour accompagner les jeunes et faciliter aussi la parole, hein, sur les difficultés qu'ils peuvent tout à rencontrer. fait. Et ça peut arriver à tout le monde et qu'il faut en parler, qu'il y a des solutions qui existent et que c'est important effectivement de savoir à qui en parler et de savoir à qui s'adresser par rapport à ça. Je sais pas si ça couple, hein. Oui, bah, c'est ce que j'appelle la culture commune de la santé mentale, en fait. C'est ça, vous invite aussi à Mm. aller faire un tour sur le site, à utiliser nos outils pour voilà, promouvoir cette vision-là qui est plus apaisante aussi.
c'est pas nier les problèmes, hein, mais ça permet de dédramatiser un peu aussi les choses et de voir qu'on peut, si on peut pas tous soigner, on peut tous prendre soin. Moi, j'avais envie peut-être alors, de souligner, ça m'a beaucoup marqué le lien que tu fais entre la stigmatisation chez les soignants en santé mentale, des problématiques de santé mentale d'une part, et la stigmatisation du corps soignant psychiatrique ou oui, du corps soignant et accompagnant psychiatrique par le reste du monde, en fait, le reste du Mm, monde, et en particulier du reste des soignants, quelque chose de très très présent quand même. mm. Je faisais le lien avec le fait que la psychiatrie, c'était pas très demandé comme spécialité, que c'était compliqué en fait d'attirer les vocations dans ce champ-là. En tout cas, moi, je me suis dit que c'était vraiment un énorme enjeu de santé publique déjà, en fait, Mm. de travailler sur la question de la stigmatisation et du pouvoir d'agir des soignants. Bon, en gros, pour résumer, du développement des pratiques orientées rétablissement au sens très très large, hein, Mm. que c'est aussi des leviers pour permettre de diminuer le stigma des soignants et la stigmatisation et le pouvoir d'agir, en fait, le fait de se sentir utile dans son métier, parce que le stigma entraîne le stigma. En tout cas, tu l'as dit vraiment très Bien clairement. sûr, oui. Ça a été, enfin, on voit à quel point ça peut avoir des conséquences aussi pour le fait que ces soins se développent et se maintiennent même en termes Oui, de... bah, je pense qu'il y a un enjeu fort de formation parce que les formations sont souvent stigmatisantes, en fait, la formation des psychiatres, mais aussi des psychologues, des infirmiers, etc. On perpétue, en fait, la vision chronique, ne serait-ce que si on prend, par exemple, la question du traitement médicamenteux. Il y a quand même un sujet actuellement qui est qu'on apprend à prescrire, mais pas à déprescrire. Mm. Donc, et là, on est en plein dans la stigmatisation. Pourquoi on apprend aux psychiatres à prescrire et pas à déprescrire, alors qu'on l'apprend dans d'autres spécialités? Bah, c'est parce qu'on pense que effectivement, tout diagnostic psychiatrique suppose la chronicité. Mm. Et là, on est bien dans la stigmatisation, en fait. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas, dans la représentation sociale qu'on a des pathologies psychiatriques, on n'imagine pas qu'il y ait qu'il y ait une possibilité d'aller mieux. Et donc, on présuppose qu'il faut un traitement à vie, ce qui n'est pas le cas. Et donc, on n'a pas les outils pour ne serait-ce que diminuer quand la personne va mieux, accompagner une réduction médicamenteuse, voire une déprescription. Voilà. Et donc, du coup, avec tous les problèmes en cascade que ça engendre, hein, c'est-à-dire que les personnes vont arrêter par elles-mêmes, rechuter, ou pas d'ailleurs, ne pas dire ce qu'elles font à leur médecin parce qu'elles ont bien compris que le médecin, lui, il pense qu'il faut, voilà, il faut garder. Je caricature un peu, mais il y a quand même de ça. Mm. Oui, Voilà. Donc, tout ça, c'est les effets de la stigmatisation aussi. On a encore une petite question, mais on la gardera pour l'échange final, si c'est possible, pour laisser la place un petit peu Ben oui, je à... voudrais pas prendre tout le temps de Non, non, parole, mais il n'y a pas de j'ai souci, vu il n'y a que pas de souci. On pourrait continuer longtemps et voilà, mais on a gardé un petit créneau à la fin. Donc, il y a une question sur les ça PSSM, les marche. santé mentale, et on la Ok, pose en fin d'intervention. merci. Merci beaucoup, Merci. Aude. Maintenant, merci. on va proposer à Sandy de se reconnecter. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation en même temps. Donc, je m'appelle Sandy Fournaise. Je fais partie de l'association Innovation citoyenne en santé mentale, qui est plus connue sous le nom de Facette, parce que nous portons le Facette Festival, comme le présentait tout à l'heure Amélie. Et d'ailleurs, comme le présentaient et Amélie et Aude, l'association a été mentionnée dans la boîte à outils mosaïque de l'Organisation mondiale de la santé pour mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination en santé mentale. Donc pour nous, c'était un grand honneur, une grande fierté d'être dans cette boîte à outils. Et du coup, aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter pourquoi on est dans cette boîte à outils, avec quel projet on est apparu dedans. Euh,
Donc, je vais vous parler un petit peu de l'association pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. Et puis après, je ferai un focus plus précis à la fois sur le festival, qui est notre projet le plus connu aujourd'hui, mais également sur ce qu'on appelle le laboratoire d'innovation, qui est un projet qu'on avait commencé à lancer en 2023 avec une préfiguration et qu'on relance maintenant pleinement depuis quelques semaines. Alors, pour l'association Innovation citoyenne en santé mentale, le nom est un peu long, mais vous pouvez retenir simplement Facette si c'est plus simple pour vous. Et bien sûr, il n'y a pas de souci. Notre but, c'est vraiment de pouvoir parler tous et toutes ensemble de toutes les facettes de la santé mentale. Et donc, officiellement, on a dit illuminer ensemble toutes les facettes de la santé mentale. À l'origine de la création de l'association, c'était vraiment une poignée de citoyens et de citoyennes qui souhaitaient agir pour la santé mentale des jeunes suite à tout ce qui était constaté, notamment bien sûr pendant la période Covid que l'on a tous et toutes connue. On sait que les chiffres de la santé mentale des jeunes se sont vraiment dégradés malheureusement. Et donc la fondatrice de l'association, faisant elle-même partie de ces jeunes-là, voyant autour d'elle toutes ces difficultés, souhaitait faire quelque chose. Et donc elle s'est regroupée avec d'autres citoyens et d'autres citoyennes pour créer quelque chose qui parle de santé mentale des jeunes de manière un petit peu différente de ce qui était parfois fait jusque-là, avec un esprit festif, joyeux, décomplexant et décomplexé, un peu à contre-courant des cadres un peu plus classiques, un peu plus professionnels, où on était peut-être vraiment dans une posture de professionnels de santé mentale envers les jeunes. Ici, c'était vraiment du père à père, du jeune à jeune, du citoyen à citoyenne, quelque chose vraiment dans l'horizontalité. La mission de l'association quand elle s'était créée, ou plutôt les missions de l'association quand elle s'est créée, il y en avait 3 et elles sont toujours vraies aujourd'hui. Vraiment, le fait de permettre à chaque jeune de vivre sa santé mentale de manière unique, parce que comme le rappelait Aude, on a tous et toutes une santé mentale qui peut varier. Parfois, elle est très bonne, parfois elle est moins bonne, parfois elle n'est pas bonne du tout. Mais peu importe où on en est à un moment donné sur ce spectre de la santé mentale, l'idée c'est vraiment que chaque jeune puisse le vivre de manière unique, sans avoir de honte, sans avoir de tabou. La deuxième grande mission, c'est de partager des outils pour que les jeunes puissent prendre soin de leur santé mentale et avoir une vie quotidienne épanouie avec des outils sur tout un tas de sujets, et j'y reviendrai plus tard, mais pas seulement sur la santé mentale directement au sens propre du terme. Et puis une mission peut-être un peu plus large qui est de créer de nouveaux récits autour de la santé mentale des jeunes, qui justement ne soient pas, même s'il y a beaucoup de chiffres alarmants, c'est vrai, mais des récits qui ne soient pas qu'alarmants, mais aussi des récits qui soient voilà, positifs, qui soient inspirants, qui puissent mettre l'expérience de chacun et de chacune au cœur du récit. Et bien sûr, ces 3 missions sont soutenues avec un certain nombre de valeurs auxquelles on croit très fort dans l'association. Donc l'autodétermination de chacun et chacune des jeunes en termes de santé au sens large, mais aussi de santé mentale. L'accessibilité de toutes nos initiatives, aussi bien financières, mais aussi d'un point de vue social, d'un point de vue géographique, donc je vous en reparlerai un petit peu après. Et vraiment l'expérimentation au sens où, voilà, on sait que le festival, quand on le lançait, c'était un petit peu un pari. Aujourd'hui, dans ce lancement de première saison du laboratoire d'innovation, c'est aussi un petit peu un pari. Mais voilà, on est vraiment très ouvert à l'idée que, comme tout est co-construit, et je ne l'ai peut-être pas encore dit, par les jeunes de la communauté Facette, on est vraiment très ouvert à l'idée que ces jeunes-là puissent expérimenter, arriver avec un projet qui leur tienne à cœur et nous dire, voilà, on a pensé qu'on pourrait peut-être faire ça, qu'on pourrait peut-être aller au sein de telle université ou au-devant de tel public en portant tel nouveau projet. Et c'est vraiment des choses qu'on essaye de prendre en compte et de valoriser au sein de l'association pour que l'expérimentation soit vue comme quelque chose de possible et de souhaitable. Pour vous parler un petit peu plus... Ah, alors attendez, voilà. Un peu plus précisément du déroulement chronologique de l'histoire de l'association. Donc elle s'est créée en 2021, comme je vous le disais. Et depuis, il y a eu 3 éditions du Facette Festival. La première était en 2022 au Zamar, qui est un tiers-lieu du 13e arrondissement de Paris. Peut-être que certains et certaines d'entre vous le connaissent, même si je sais qu'il y a pas mal de gens connectés d'autres régions que celle d'Île-de-France.
Et la deuxième et la troisième édition du festival ont eu lieu à la Cité Fertile de Pantin, qui est là aussi un tiers-lieu, cette fois-ci du coup en Seine-Saint-Denis, mais vraiment un lieu qui a pour but de rassembler différentes communautés dans un sens très large. Il y a des personnes nouvelles arrivantes en France, il y a des jeunes, il y a des personnes moins jeunes. Les gens peuvent venir pour des sujets de santé mentale, mais aussi d'écologie, des sujets sociétaux plus larges. Donc voilà, c'est vraiment un tiers-lieu qui vise à rassembler pas mal de communautés différentes. Et donc la quatrième édition du festival est en préparation pour l'automne 2025. On changera encore de lieu. Cette fois-ci, on sera en plein cœur de Paris à nouveau, dans le 5e arrondissement, dans le lieu qui s'appelle Césure. Et l'idée en fait du festival, c'est vraiment de pouvoir avoir lieu sur des territoires différents au fil du temps pour pouvoir adresser des publics différents. On sait que dans le 13e arrondissement de Paris, on ne touche pas les mêmes personnes que dans le département 93, et on ne touchera pas non plus les mêmes personnes que dans le 5e arrondissement, qui est un arrondissement très étudiant. Et donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir, au fur et à mesure de l'histoire de l'association, se déplacer sur des territoires et adresser le plus grand nombre de personnes possible. En parallèle un petit peu de cette histoire du festival, on a toujours eu la volonté de mesurer l'impact de nos activités pour aussi pouvoir ajuster la manière dont on agit. C'est-à-dire que bien sûr, le festival, il a été pensé par et pour les jeunes, mais si on se rendait compte à un moment donné que le festival n'atteignait plus ses objectifs, on serait tout à fait prêt à imaginer un autre format. Et c'est là aussi que l'expérimentation est une valeur importante pour nous. Donc, on a commencé à mesurer l'impact du festival dès 2022. On l'a fait aussi en 2023, on l'a fait encore cette année et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et mon arrivée notamment dans l'équipe a permis de mettre un peu plus de ressources humaines sur cette question de l'impact et donc de renforcer notre méthodologie que je vous présenterai rapidement tout à l'heure. Et donc, ce deuxième axe dont je vais aussi vous parler aujourd'hui, c'est le laboratoire d'innovation. Et comme je le mentionnais rapidement, on a eu une préfiguration de ce laboratoire d'innovation en 2023 et on le relance cette année de manière un petit peu plus solide et un peu plus construite. Mais je ne vous spoil pas tout de suite, j'en parlerai juste après. Du coup, l'association, en fait, depuis 2021, elle s'est vraiment structurée au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on considère qu'on a 3 lignes d'action au sein de l'association. Donc, le festival dont je vous ai déjà un petit peu parlé, qui est vraiment un week-end de fête, un week-end festif pour promouvoir la santé mentale des 15-30 ans, enfin pour faire de la promotion, pour faire de la prévention, pour faire de la déstigmatisation autour de la santé mentale des 15-30 ans. On a ce fameux laboratoire d'innovation dans l'idée pour peut-être déjà vous donner un petit peu de contexte, le laboratoire d'innovation, contrairement au festival qui n'a lieu qu'une fois par an, c'est un programme pour lequel on vise des rencontres régulières tout au long de l'année. Par exemple, là, on a fait le lancement de ce laboratoire en octobre. On a eu notre première rencontre en novembre et il y en aura au mois de janvier, février, mars. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se retrouver régulièrement pour continuer à parler de santé mentale des jeunes tout au long de l'année, en testant des activités pour le faire, mais ça, je donnerai un petit peu plus de détails tout à l'heure. Et la troisième ligne d'action qui est très importante pour nous, c'est le fait de partager tout ce qu'on apprend dans la conception et la mise en place du festival, dans la conception et la mise en place du laboratoire d'innovation. Et ce partage des savoirs, on le fait dans le but de pouvoir enrichir finalement l'action on l'espère en tout cas, de tout un tas d'acteurs et d'actrices du domaine de la santé mentale au sens large ou de la santé mentale des jeunes. Parce que nous, on a aussi beaucoup appris d'autres acteurs et d'autres actrices, et notamment par exemple du Psycom. Et l'idée, c'est vraiment que tout ce qu'on teste, on puisse en parler de manière très ouverte et qu'on puisse dire ça a bien fonctionné, ça a moins bien fonctionné. Voilà, on partage avec vous nos apprentissages et qu'on puisse tous et toutes ensemble, dans le domaine de la santé mentale des jeunes ou de la santé mentale en général, progresser avec ce qui est expérimenté au fur et à mesure. Avant de vous parler du Facette Festival de manière un peu plus précise et de ce qu'on met en place au sein du festival pour assurer notamment la sécurité psychique de chacun et de chacune, je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur l'histoire de l'association. Non, on n'a pas de questions. Je peux continuer, Sandy.
Je continue alors. Donc pour vous parler un peu plus précisément du Facette Festival, et il y a pas mal de choses qui rejoignent ce qui a été dit par Aude notamment juste avant. Pour nous, le Facette Festival, il a trois grands objectifs. Le premier, c'est de contribuer à l'acquisition de connaissances sur la santé mentale. Parce que dans ce public jeune des 15-30 ans, bien sûr, on a des personnes concernées qui viennent au festival, donc qui ont déjà une expérience qui leur est propre de la santé mentale ou de leur santé mentale et qui ont déjà des connaissances. Mais on a aussi des gens qui sont peut-être dans un cercle un peu plus indirect, parce qu'on peut avoir des proches, on peut avoir des aidants, on peut avoir des jeunes qui côtoient d'autres jeunes, par exemple au sein de leur promo étudiante, dans un job étudiant, etc. Et puis, bien sûr, on a aussi, c'est peut-être une cible indirecte du festival, des professionnels qui côtoient des jeunes, pas forcément des professionnels de santé mentale, ça peut être des professionnels au sein d'associations, au sein de structures diverses et variées, par exemple des foyers de jeunes travailleurs, et bien sûr aussi des professionnels de santé mentale qui viennent. Donc, on est à des niveaux de connaissances en santé mentale qui peuvent être très variés, mais l'idée, c'est que chacun et chacune puisse trouver un ou plusieurs éléments de connaissances sur la santé mentale qu'ils n'avaient pas jusque-là, et qu'il et elle puissent repartir du festival avec de nouvelles connaissances sur ces sujets. Le deuxième grand objectif, c'est vraiment de contribuer à l'acquisition de compétences psychosociales, et ça, Aude en parlait juste avant. Pour nous, c'est très important, même si on a conscience qu'en 2 jours de festival, bien sûr, ça ne va pas révolutionner les compétences de quelqu'un, mais que quelqu'un au sein d'un atelier puisse progresser sur la manière d'exprimer ses émotions, ou puisse progresser sur sa manière de demander de l'aide en cas de besoin, puisse progresser sur sa gestion du stress dans des situations qui peuvent créer de l'anxiété chez lui ou chez elle. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, il y a vraiment une partie connaissance, mais il y a aussi une partie plus concrète, si je puis dire, de compétences au sein des ateliers pédagogiques qu'on propose pendant le festival. Et un troisième objectif qui est très important pour nous, et ça aussi, Aude en parlait juste avant, c'est le fait que le festival puisse permettre une expérimentation du lien social dans un environnement voilà, qui est festif, qui est joyeux, qui est sécurisant, parce qu'on sait que le lien social participe énormément au fait d'avoir une bonne santé mentale, ou en tout cas de maintenir un certain niveau de santé mentale. Donc pour nous, c'est important que les gens, quand ils viennent au festival, ils puissent se rencontrer, ils puissent échanger dans un cadre qui est sécurisant pour chacun et pour chacune. Donc, bon, je vous disais, on a déjà eu trois éditions du festival, toujours en gardant bien sûr ces objectifs en tête. Ces objectifs étaient vrais dès l'année 2022, et ils étaient vrais aussi en 2023, et ils étaient vrais encore cette année. Et je pense que c'est des objectifs qu'on gardera aussi longtemps que le festival existera. Peut-être qu'on pourra décliner en sous-objectifs, en nouveaux sous-objectifs, mais en tout cas, ces trois grands objectifs nous semblent vraiment incontournables dans le fait d'avoir des outils pour gérer sa santé mentale au quotidien. Pour vous parler un peu plus précisément de l'édition la plus aboutie à ce jour du Facette Festival, donc c'était cette année le 1er et 2 juin 2024. Et pour vous donner quelques chiffres, on a eu 2000 festivaliers et festivalières ce week-end de festival. C'était un petit peu moins malheureusement que l'année dernière. En tout cas, on pense que c'est principalement dû, parce que c'est aussi ce qui est ressorti dans les questionnaires post-festival, que c'est beaucoup dû à des questions de calendrier et de météo, parce que c'est vrai que jusque-là, on faisait le festival à l'automne, et là, on a décidé de le faire début juin, ce qui fait que sur le même week-end, il y avait énormément d'événements qui avaient lieu, d'événements pour les jeunes. Il y avait par exemple Willow Green, il y avait Roland Garros, il y avait plein de concerts, il y avait plein de choses qui avaient lieu ce week-end-là. Donc c'est rentré en concurrence avec d'autres événements, et malheureusement la pluie était là aussi tout le week-end. Donc on a connu une petite baisse de fréquentation par rapport à l'année dernière, où on était à un peu plus de 3000 personnes, je crois. Mais ça reste un beau score, et on espère qu'on fera au moins aussi bien l'année prochaine. Donc ce festival s'adresse principalement aux 15-30 ans, comme je vous le disais, et cette année, il représentait à peu près 2 tiers des participants et des participantes. Et en gros, dans le tiers restant, on avait des proches, des aidants et des professionnels de santé, ou des professionnels au sens large, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt.
Et sur tout le week-end de festival, on a proposé beaucoup, beaucoup de formats. Donc, il faut savoir qu'on a une partie atelier pédagogique, mais c'est pas tout. On a aussi des activités, par exemple, plutôt de mise en mouvement pour une bonne santé mentale. Donc, on avait un peu dans l'idée de la thérapie par le sport ou de la thérapie par le mouvement. Donc, cette année, par exemple, on avait un cours de danse crump, on avait un cours de boxe, mais avec des intervenants et des intervenantes qui sont très sensibilisés à ces sujets de santé mentale et qui ont envie de présenter leurs pratiques dans le but de prendre soin de sa santé mentale au quotidien. Donc, on avait des ateliers, on avait des activités sportives, on avait aussi des activités artistiques. euh, que ce soit vraiment des choses très concrètes qu'on peut faire avec les mains, mais aussi par exemple il y avait un enregistrement de podcast, il y avait du stand-up, il y avait une pièce de théâtre, donc vraiment un grand panel de formats et d'activités. Et une partie de ces activités fonctionnait sur inscription et donc on avait à peu près 635 places qui étaient proposées en atelier sur le week-end, ce qui ne permet malheureusement pas une place pour chacun et chacune des festivalières, mais qui quand même assure un grand nombre de places en atelier pédagogique. Et puis voilà, le festival était en progression cette année, on avait plus de partenaires et plus de bénévoles, mais c'est assez anecdotique, donc je passe. Euh, pour nous, ce qui est très important, donc vous citez les trois grands objectifs des facettes festival, mais au-delà de ces objectifs, quelque chose qui est très important, une chose importante pour nous dans la manière dont on prépare le festival et dans la manière dont le festival se déroule les jours J, c'est vraiment d'assurer la sécurité psychique de chacun et de chacune. Et quand je dis chacun et chacune, c'est vraiment tout le monde à différents niveaux. Donc, par exemple, pour les bénévoles et de l'association et pour les salariés, on a mis en place depuis le mois de janvier cette année une supervision. Une fois par mois, il y a 2 heures de supervision avec une psychologue qui analyse un petit peu nos pratiques et donc on peut vraiment venir déposer des choses difficiles qu'on a vécues, par exemple en tant que salarié dans les relations avec les bénévoles, peut-être parce que un ou une bénévole abandonne le projet parce que sa santé mentale ne suit plus et que c'est quelque chose qui nous a touchés, ou pour les bénévoles entre eux, s'il y a des conflits ou s'il y a des nouvelles qui sont partagées au sein de la communauté, qui ont pu être difficiles à vivre pour elles et pour eux. Tout est, voilà, on a vraiment cet endroit de la supervision pour venir déposer tout ce qu'on a vécu et toutes ces émotions et être encadré par une psychologue avec laquelle on peut discuter 2 heures chaque mois. Pour les salariés de l'association, on a tous et toutes été formés au premier secours en santé mentale et je sais qu'il y avait une question dessus dans le chat. Et c'est aussi une formation qu'on a proposée aux bénévoles de la communauté et notamment à celles et ceux qui pensaient venir et être bénévoles pendant le week-end du festival. Et donc les bénévoles le jour J, celles et ceux qui le souhaitaient, étaient identifiés avec un petit sticker formé au premier secours en santé mentale et donc, il pouvait être un premier relais en cas par exemple, une personne qui sent qu'elle est en train de vivre une crise d'anxiété ou quelqu'un qui se sent moins bien pour une raison X ou Y, pouvait repérer l'un ou l'une de ces bénévoles et ensuite être amené à l'endroit qui semblait le mieux correspondre à sa situation. Et donc, ces endroits, je vais pouvoir vous les décrire maintenant. Pour les festivaliers et pour les festivalières, dans la première et la deuxième édition du festival, on avait ce qu'on appelait une salle de repos. Donc vraiment une salle où on essayait de limiter le niveau sonore, de limiter la quantité de stimulation extérieure, d'avoir vraiment une ambiance très zen. Et cette année, on a pu encore améliorer ce dispositif puisqu'on avait carrément une safe place sur le lieu du festival. Et donc cette safe place, c'était une tente avec des bénévoles qui faisaient le filtre à l'entrée pour être sûr qu'il n'y a vraiment que des gens qui en ont besoin qui puissent rentrer dans cette tente, et aussi des bénévoles à l'intérieur de la tente pour éventuellement être une oreille si la personne qui entre dans la tente souhaite discuter, et sinon juste pour s'assurer que la personne a tout ce dont elle a besoin. Et donc au sein de cette tente, il y avait de quoi méditer, des casques anti-bruit, des jeux sensoriels pour aider les personnes à se relaxer, des poufs, des canapés, voilà, pour être bien installés, des coloriages.
enfin tout un tas d'activités qui, selon les besoins de chacun et chacune, pouvaient les aider à changer d'état. Et enfin, un dernier lieu au sein du festival, qui est un lieu réservé vraiment aux situations les plus extrêmes. C'est vraiment le lieu qu'on appelait le lieu SOS, qui était répertorié sur le plan et qui était connu de tous et de toutes au sein des bénévoles, au sein de l'équipe salariée, etc. Et donc, c'était un lieu sur lequel on pouvait trouver toute la journée, enfin pendant toute la durée du festival, un ou une psychologue qui était là pour prendre en charge des gens qui en auraient eu besoin. Donc vraiment, la clé de tous ces dispositifs, c'est qu'ils soient connus de tous et de toutes au sein de la grande équipe Facette au sens large. Et pour nous, c'était important parce que, au-delà de l'accessibilité financière du festival, puisqu'il est gratuit, et aussi de l'accessibilité géographique, puisqu'on essaie toujours de le rendre accessible en transport en commun de manière assez facile, il y a vraiment une question d'accessibilité psychique. Je ne sais pas si ce terme existe, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les gens qui peut-être auraient une difficulté psychique ou qui vivent avec un trouble psychique puissent venir sur le festival en sachant que si jamais besoin il y avait, il y a tous ces dispositifs mis en place. Et donc, bien sûr, c'est des dispositifs sur lesquels on a communiqué en amont. Et on sait que ça fonctionne, en tout cas dans une certaine mesure, parce que aussi bien dans la mesure d'impact que de verbatim de gens qu'on a pu voir sur le festival, on a entendu des phrases comme ben merci, d'habitude je sors pas trop de chez moi, je suis pas forcément à l'aise en milieu festif, mais je suis venue parce que je savais que si ça n'allait pas, je pourrais m'éclipser quelques minutes, quelques heures, prendre soin de moi. Et donc, on pense vraiment que ces dispositifs-là participent au fait de rendre le festival le plus accessible à tous et toutes. Et bien sûr, on peut encore progresser et on a plein d'idées en tête, mais en tout cas, voilà ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant et qui semble déjà bien fonctionner. Euh, pour vous parler justement, peut-être je vous disais un petit peu des verbatims et des résultats de la mesure d'impact, pour vous en citer quelques-uns qui nous semblent importants dans une visée de déstigmatisation. Il y a pas mal de grands chiffres. Donc, 92% des festivaliers et des festivalières qui déclarent pouvoir être elles ou eux-mêmes sans se sentir jugés. Et pour nous, ça participe vraiment à l'inclusion et à la tolérance au sein du festival. 87% qui ont rencontré de nouvelles personnes. Et ça, pour nous, c'est important dans cet objectif de lien social, comme je vous l'expliquais juste avant. Parce que si on vient sur le festival, mais qu'on se sent isolé et qu'on a l'impression qu'on n'est pas accepté, qu'on ne peut pas parler aux autres, bah, ça ne nous convient pas. Donc voilà, 87% qui ont rencontré ou échangé avec de nouvelles personnes. Et pour toujours rester sur ces objectifs dont je vous parlais, 80% qui estiment avoir acquis au moins une compétence, acquis ou renforcé au moins une compétence psychosociale lors du week-end du festival. Et enfin, pour la partie connaissance, 88% qui ont découvert de nouvelles associations, structures, plateformes, outils. J'ai raccourci un peu pour cette slide, mais il y avait tout un tas de propositions. Et donc, 88% qui ont découvert au moins une chose nouvelle qui peut les aider dans leur parcours de santé mentale. Donc ça, c'était pour les grands objectifs, mais pour un chiffre qui, je pense, est important pour ce dont on parle aujourd'hui en termes de déstigmatisation, c'est que 53% déclarent avoir pu changer de regard sur un ou plusieurs troubles de santé mentale grâce au fait d'être venus au festival. Et bien sûr, on espère que ce chiffre va encore grossir dans les prochaines années. Mais pour nous, c'est déjà incroyable de se dire qu'il y a au moins une personne sur deux qui a changé de regard grâce à sa venue au festival, en sachant que dans les personnes restantes, on a peut-être des gens qui estiment qu'ils et elles n'ont pas forcément besoin de changer de regard, peut-être parce que c'est déjà des professionnels de santé mentale ou des professionnels de santé, etc. Et donc pour nous, ça reste un beau chiffre qu'on va essayer de faire progresser, évidemment. Et donc, je pense que ce qui participe à toute cette ambiance bienveillante et tolérante, c'est le fait qu'on mette en avant, comme je vous disais, beaucoup de joie, de festivité. Et donc, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans la mesure d'impact, puisque on a beaucoup ces mots qui sont utilisés, joie, curiosité, apaisement, confiance, détente. Et donc, c'est cette ambiance-là qu'on veut continuer à construire au sein du festival.
Ouais, j'avais mis quelques verbatims, mais ça rejoint ce que je vous ai dit. Voilà, ça me fait du bien d'y aller chaque année. C'est une communauté dans laquelle il y a de la bonne humeur. Si je reviens, c'est parce que je peux échanger avec d'autres personnes. Donc, ça vient renforcer ces chiffres-là. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a envie de continuer à pousser dans le futur. La dernière chose dont j'ai envie de vous parler pour le festival, dans une visée de déstigmatisation, c'est que pour nous, comme je vous le disais d'ailleurs un petit peu au début, ce festival, il vient vraiment s'inscrire dans une logique de partage de commun. Et donc, toutes les ressources qu'on crée à l'issue du festival sont accessibles de manière gratuite. Immédiate, il n'y a pas besoin de donner un mail en contrepartie, etc. Sur notre site internet. Et donc, pour le grand public, on a ce qu'on appelait avant les livres des ressources et ce qu'on a appelé cette année la maison virtuelle, puisque c'est présenté un petit peu différemment. Mais donc, pour la maison virtuelle de cette année, c'est vraiment un espace Notion. Peut-être que certaines d'entre vous connaissent cet outil. Bon, en tout cas, c'est un site internet sur lequel on peut vraiment aller piocher toutes les ressources qui ont été partagées par les intervenants et les intervenantes du festival, et donc continuer cette logique d'acquérir des connaissances, d'acquérir des compétences. Et cette année, on a présenté cette maison virtuelle en suivant le fil rouge du festival qui était la maison. Et on avait choisi ce thème parce que ça nous permettait de pouvoir parler de différentes thématiques au sein de chacune des pièces de la maison. Donc, au sein de la chambre, on pouvait parler du sommeil, au sein de la salle de bain, du rapport au corps, au sein de la cuisine, de la nutrition et bien sûr des troubles des troubles alimentaires, etc. Et donc, on a construit la maison virtuelle de la même manière pour rendre toutes ces ressources accessibles au plus grand nombre. Pour les organisateurs et les organisatrices d'événements festifs autour de la santé mentale, ou autour de la santé mentale des jeunes, autour de la santé des jeunes au sens large, on crée des kits méthodologiques dans lesquels on recense tout ce qu'on met en place chaque année et qui fonctionne plus ou moins bien, parce qu'on parle aussi de nos échecs ou des choses qu'on aurait aimé faire mais qu'on n'a pas pu faire faute de budget, par exemple. Et ces kits sont aussi librement accessibles dans l'idée que n'importe qui puisse demain créer un événement autour de la santé mentale en ayant déjà une petite base méthodologique autour de la conception, de la mise en place, de l'analyse post-événement, parce que pour nous, ça participe aussi à cette diffusion finalement d'une logique de santé mentale des jeunes dont on peut parler librement, sans tabou, etc. Et puis, comme je vous le mentionnais juste avant, on a la mesure d'impact qui nous tient à cœur et qui permet aussi de montrer, enfin pour nous, d'évaluer vraiment concrètement nos actions et de voir si le format qu'on choisit convient toujours ou non. Et puis d'en parler à nos partenaires et financeurs pour continuer voilà, à soutenir ce message et avoir des financements pour, on l'espère, faire grandir nos activités au fur et à mesure. Il ne me reste plus qu'à vous parler en quelques minutes du laboratoire d'innovation. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie festival? Il y avait des questions rapidement sur les interventions potentielles. Est-ce qu'il y avait des interventions hors région et est-ce qu'il y avait des lieux d'accueil pour les jeunes voilà, sur place? Alors, En dehors des... pour les actions hors région, pour l'instant, on en a fait uniquement en partenariat. Par exemple, on était présent et présente à la Nuit du handicap de Saubion pour sensibiliser autour de ces sujets. On était présent sur le Delta Festival à Marseille. On était présent sur le Main Square Festival à Arras. Donc, on était plutôt dans une logique de partenariat parce qu'on est une équipe très réduite, hein. On est 3 salariés, donc c'est assez peu pour l'instant pour développer nos actions hors région parisienne. Mais à terme, bien sûr, on y pense et on espère que ce sera possible. Et on ne manquera pas de communiquer, bien sûr, si on lance par exemple une antenne du festival ailleurs. Pour les lieux d'accueil des jeunes à l'année, non, pas au sens propre du terme. Nos locaux, nos adresses, enfin l'adresse de nos locaux est connue de tous et de toutes et les jeunes peuvent venir s'ils le souhaitent et ça arrive parfois. Et surtout, on essaye d'avoir des points de contact réguliers tout au long de l'année, notamment par le laboratoire d'innovation dont je vais vous parler juste après, mais aussi par d'autres événements, à la fois des événements partenaires comme je l'ai mentionné, mais aussi des événements des fois juste pour la communauté Facette ou voilà, d'avoir des points de contact réguliers avec ces jeunes pour qu'ils puissent se sentir, en tout cas, qu'ils ne soient pas isolés, qu'ils ne se sentent pas isolés. Donc voilà, on a vraiment ces contacts réguliers, mais on n'a pas de lieu d'accueil au sens propre du terme.
Et je vois qu'il y a une... Et puis, dernière question très rapide sur les kits, est-ce qu'ils sont en libre accès? Oui, tout à fait. Les kits sont en libre accès sur notre site internet. Ils sont gratuits. Comme je le disais, il n'y a pas de mail à entrer. Donc, c'est vraiment, vous allez sur la page, il y a vraiment une page Nos ressources. Vous cliquez dessus, vous avez tout ce qu'on a créé jusque-là. Et il y a pas mal de choses, parce qu'il y a aussi, par exemple, des choses autour du NOLO, donc no alcool, low alcool, autour de la réduction des risques, autour de la consommation d'alcool chez les jeunes. Et donc, nos ressources NOLO, par exemple, sont également accessibles gratuitement et librement. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Je crois que l'adresse a été mise un peu plus tôt dans le chat. Vous trouverez très facilement. On essaie de continuer parce qu'il reste plus beaucoup de temps sur ton temps d'intervention. Et puis, c'est important que tu nous parles du laboratoire d'innovation. Allez, je fais ça. Je vais être plus brève sur le laboratoire d'innovation parce que je pense que vous avez un petit peu compris l'idée de nos actions. Mais du coup, le laboratoire d'innovation, il est vraiment né après la première édition du festival parce que, comme je vous le disais, le festival n'a lieu qu'une fois par an et les jeunes nous ont vraiment dit qu'ils aimeraient se retrouver plus régulièrement tout au long de l'année, tout en continuant à tester de nouvelles activités pour parler de santé mentale et dans des plus petits formats parce qu'on sait que malgré tout ce qu'on met en place, le format du festival, bah, ça reste plusieurs milliers de personnes sur le week-end et ça peut être assez anxiogène. Donc l'avantage du laboratoire, c'est vraiment que c'est des groupes d'une vingtaine de personnes, ce qui facilite pour pas mal de jeunes la prise de parole et le fait de se sentir encore plus en sécurité dans ce type d'événement. Donc il y avait ces trois souhaits-là, et pour nous, il y avait deux volontés que vous imaginez tout à fait, puisqu'elles sont dans la logique du festival, mais de continuer à contribuer à la réduction des inégalités en santé mentale qui touchent les jeunes, et de continuer à renforcer notre ancrage avec nos partenaires locaux, notamment en Île-de-France. Donc c'est comme ça que le laboratoire est né après la première édition du festival en 2022, et donc il y a une préfiguration du laboratoire en 2023. Mais c'était plutôt des actions assez ponctuelles. Et cette année, en fait, on a décidé de le relancer avec une saison complète sur l'année 2024-2025, avec des événements entre les mois de novembre et le mois de juin, qui gardent l'ADN facette dont je vous ai déjà pas mal parlé, mais donc cette notion de communauté, donc c'est-à-dire que c'est fait par les jeunes et en priorité à destination des jeunes, euh, avec une sécurité psychique qu'on espère assurer avec tout un tas de dispositifs. Cette notion d'expérimentation, d'innovation qui reste vraie. Et pour vous donner un exemple très concret, là, le premier laboratoire, il a eu lieu samedi. Il était sur les liens entre logement et santé mentale des jeunes. Et pour parler de ce sujet, on a visité une exposition sur le thème des grandes villes dans un lieu culturel qui s'appelle les Magasins Généraux de Pantin, qui était finalement un temps d'inspiration aussi pour libérer la parole. Et après cette visite d'exposition, on a eu un atelier à la fois avec des temps individuels et collectifs, mais l'idée c'est toujours d'avoir un peu une mise en mouvement, que ce soit par la visite d'une exposition, que ce soit par, j'en sais rien, une pièce de théâtre, une visite au zoo, pourquoi pas, mais en tout cas de trouver des manières innovantes de parler de santé mentale pour continuer aussi à engager les jeunes et à approfondir leur éducation sur ces sujets. Et donc, les thèmes retenus pour cette première saison ont été choisis, bien sûr, par les jeunes de la communauté Facette. Et il y en a 6, donc le logement que je viens de vous mentionner, mais aussi l'alimentation, la vie affective, le numérique, l'emploi et la culture. Et pourquoi on a choisi ces thèmes, et je crois que la présentation finit là-dessus, c'est parce que, comme le mentionnait Aude, il y a tout un tas de choses finalement qui viennent influencer la santé mentale et notamment celle des jeunes, des choses sur lesquelles on a comment dire, un certain niveau de maîtrise et d'autres pas du tout. Et donc nous, on a vraiment réfléchi par cette approche par les déterminants, donc des déterminants sociaux, économiques, environnementaux, des déterminants plutôt relationnels et puis des déterminants qui sont très individuels. Et donc, les 6 thèmes qu'on a choisis viennent s'insérer dans chacune de ces couches de déterminants. Donc, le logement, voilà, dans un niveau plus global et socio-économique, mais par exemple, les relations affectives dans un niveau relationnel, et puis l'alimentation dans un niveau beaucoup plus individuel, même si l'alimentation, on pourrait répondre que ça reste aussi un niveau social et économique dans une certaine mesure. Mais en tout cas, voilà, d'essayer d'avoir des thèmes qui viennent un petit peu toucher tous les déterminants à différents niveaux et tout au long de l'année. Je crois que je finissais là-dessus. Oui, donc je suis à peu près dans les temps. S'il y a une ou deux questions complémentaires, n'hésitez pas. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il y a une question. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure à Aude, mais je pense que du coup ça rejoint aussi enfin, ça va être en lien aussi avec ce dont tu parlais tout à l'heure, la présence des secouristes PSSM. Il y avait là une question sur que pensez-vous des formations PSSM en termes de messages de déstigmatisation
Parce que c'est vrai que dans la formation, il y a un gros travail de déstigmatisation dans le contenu. Donc là, voilà, c'était une question qui était posée tout à l'heure. Je peux peut-être répondre pour et je laisse Aude compléter après. Nous, peut-être, ce qui diffère un peu entre la formation et la manière dont on approche les choses au sein de l'association, c'est que la formation, elle a vraiment cette entrée par type de trouble psychique, qui est une chose qu'on essaye d'éviter au sein de l'association parce que justement, on ne veut pas être dans des discours qui ciblent uniquement les troubles, mais plutôt dans des discours qui parlent de la vie quotidienne, des difficultés qui peuvent se présenter, et donc un discours positionner un petit peu différemment. Donc ça, c'est une chose peut-être avec laquelle on n'est pas parfaitement aligné. Pour autant, aujourd'hui, on pense que c'est une bonne forme, un bon premier niveau de formation à avoir, notamment dans une situation peut-être un petit peu de crise, comme ça pourrait se présenter au festival et comme ça s'est présenté d'ailleurs cette année. Quelqu'un voilà, qui est en montée de panique. On trouve que ça permet aux bénévoles d'avoir des outils pour ne pas se sentir démunis dans la manière dont ils peuvent gérer ces situations. Et au moins, ça leur donne confiance, en tout cas, pour accueillir ces personnes-là et les amener ensuite vers le bon lieu, vers le bon professionnel. Donc ça, c'est l'intérêt que nous, on y voit, même si je pense que la formation pourrait sûrement s'affiner peut-être pour gagner encore en pertinence. Mais je laisse Aude compléter avec son point de vue beaucoup plus précis que le mien, je pense. Non, pour le coup, je pense qu'on est assez alignés. Effectivement, voilà, la formation premier secours en santé mentale, elle a pour moi deux intérêts et des limites. L'intérêt, c'est d'outiller les personnes enfin, qui le souhaitent pour pouvoir favoriser le repérage et l'orientation des personnes qui sont en souffrance. Je rejoins ce que disait Sandy, c'est-à-dire que nous, on ne considère pas au Psychom que l'approche par pathologie soit nécessaire, en fait, pour être dans une démarche d'accueil, d'écoute et d'orientation. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas forcément besoin de mettre une étiquette diagnostique sur la personne pour savoir comment l'orienter. On peut même se demander, mais il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus, si enfin, l'approche par catégorie n'est pas contributive d'un certain type de stigmatisation, en fait. En tout cas, nous, on n'a pas cette approche-là. On a plus une approche effectivement plus globale, souffrance psychique, mal-être, qui peut être une souffrance psychique intense aussi, hein, mais c'est plutôt ça le critère d'appel. Après, je pense qu'il y a un impact qui commence à émerger des personnes qui ont fait la formation PSSM, qui est l'impact plus citoyen, parce qu'à la base, c'est quand même ça aussi, c'est-à-dire de démocratiser aussi la compréhension de la santé mentale. Et du coup, ça permet aussi aux personnes qui sont formées de se sentir plus légitimes ou plus à l'aise ou plus en confiance pour ouvrir la conversation sur les questions de santé mentale. Voilà, c'est-à-dire qu'on dézoome un petit peu de la psychiatrie qui serait enfin, des professionnels de psychiatrie qui seraient les seuls à pouvoir parler de la souffrance psychique, etc. Et ça devient un thème qui peut être abordé en famille, entre amis, à l'école, enfin au boulot, etc. Donc ça démocratise un petit peu les choses. Après, quand je dis que nous, on est complémentaires, c'est que justement, au Psychom, ce qu'on essaye de faire, et on l'a complètement discuté d'ailleurs avec PSSM, hein, c'est-à-dire que pour nous, on est complémentaires parce que nous, on propose une sensibilisation premier niveau, quoi. C'est-à-dire, nous, ce qu'on porte, et je pense qu'on se retrouve dans ce qu'a expliqué Facette aussi, c'est plutôt comment on fait pour déployer une culture commune de la santé mentale. C'est-à-dire qu'on a, si on le met de manière négative, on dit qu'en France, on a du retard. Voilà. On a du retard par rapport aux pays anglo-saxons, par rapport à l'Australie, par exemple, où les enfants, on parle de santé mentale dès la maternelle. C'est-à-dire, nous, en France, on ne parle pas de santé mentale aux enfants. On n'explique pas aux enfants qu'ils ont une santé mentale. On leur explique qu'ils ont des dents, qu'il faut les laver pour pas attraper des caries. Voilà, donc on fait de la prévention bucco-dentaire, mais quand on dit, bah oui, ça serait bien de pouvoir parler de santé mentale, alors on dit, bah oui, mais il y a les compétences psychosociales. Mais les compétences psychosociales, c'est qu'une petite partie de l'univers
Ah, on a perdu Aude. On de entend. la santé. On dit, bah, oui, vous n'êtes pas dentiste non plus, et pourtant, comme dit un des commentaires, une marge de progression, et c'est très bien. Et donc, nous, on fait des sensibilisations, et c'est pour ça qu'on toute notre offre de sensibilisation, elle est vraiment avec les outils comme le Jardin du Dedans, le Cosmos Mental, la Boussole de la santé mentale, etc., pour que toute la société, en fait, comprenne c'est un peu ces messages de base. On a toutes et tous une santé mentale, etc. Donc, il y a vraiment du travail, mais je crois que tout le monde peut s'en emparer, en fait, de cette mission-là. Et c'est ça qui est, c'est ça le défi des années qui viennent aussi, hein. Merci. Marion, est-ce que tu avais des questions? Je peux te Alors, laisser j'avais pas de compléter. questions forcément. Je suis très impressionnée par l'énergie du Facette Festival que je connaissais peu. J'en avais juste entendu parler. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment très inspirant. J'ai trouvé très intéressant cette approche trans. Euh, Déstigmatisation, enfin ce que j'entends un peu de la rencontre de différentes communautés qui vivent ou qui peuvent rencontrer des problématiques autour de la question du stigma. Et ça me fait penser aux bibliothèques des livres vivants qui sont apparues dans d'autres contextes que la santé mentale, et où effectivement on voit que les leviers sont les mêmes, et peut-être des outils enfin, des partages d'outils de déstigmatisation aussi, en tout cas des espaces où enfin, je me suis dit ça, voilà, que ça peut-être partager Et, des expériences de stigma et de déstigma du coup. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une remarque tout à fait pertinente, parce qu'effectivement, les bibliothèques vivantes, elles ont été inventées en Finlande, si je ne me trompe pas. Suède. Et c'était, hein, en En Suède? Suède. En Scandinavie, je me trompe toujours dans Ah, les pays en Scandinavie. Et c'était au départ pour lutter contre une augmentation des actes racistes chez les jeunes. Et c'était des espaces de rencontre dans les festivals de musique. Et ça a été adapté pour la santé mentale, bah, justement dans le cadre de la grande campagne Time to Change des Anglais. Après, une importation en France a commencé dans l'Est. Nous, au Psychom, on a fait les premières bibliothèques vivantes il y a une dizaine d'années à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. Et puis, on a formé aussi Florian Todorov, qui maintenant en fait des tas au Vinatier. Et puis, ça se diffuse, et c'est très bien. Mais les mécanismes en fait de stigmatisation et de discrimination, ils sont les mêmes, que ça soit par rapport au genre, à la situation de handicap, à l'origine supposée, à la religion. C'est exactement les mêmes mécanismes que par rapport à la psychophobie. Enfin, on n'a pas vraiment de mot encore pertinent pour désigner ça. Et en plus, ils sont cumulatifs. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est discriminé, enfin, parce qu'on est une femme, une personne LGBT, et en plus racisée, et en plus pauvre, et en plus, ben voilà, tout ça, ça se cumule, et ça augmente, ça potentialise en fait les mécanismes de stigmatisation et de discrimination. Oui, Donc, voilà. et une chose que je n'ai pas dite et qui du coup rejoint exactement ce que tu disais, Marion, c'est qu'effectivement au sein du Facette Festival, on a des bibliothèques vivantes pendant les 2 jours du festival, et donc c'est des jeunes qui vivent avec une difficulté psychique ou un trouble psychique qui vraiment viennent livrer leur témoignage à d'autres jeunes. Et c'est une des initiatives au sein du festival qui fonctionne le mieux, justement, je pense, pour changer de regard sur un trouble, ou pour changer de regard sur ce que veut dire aussi santé mentale au quotidien. Donc, c'est une initiative qu'on adore au sein du Facette. Et c'est effectivement pour revenir sur en lien avec le CREPSIP et la Loire, c'est une action qu'on a pu mettre en place plusieurs années dans le cadre des sismes, et on fait de l'appui technique sur la région pour la mise en place de ces actions de bibliothèques vivantes. Et en général, les retours sont très positifs à la fois pour les lecteurs et pour les livres, pour utiliser vraiment la métaphore, parce que on est vraiment, enfin, ce qui est favorable toujours, c'est la question de la rencontre, et donc c'est vraiment un espace qui permet de se rencontrer de façon sécurisée et aussi bienveillante.
et d'aller au-delà des images qu'on peut avoir en tête ou des préjugés qu'on peut avoir et vraiment de mettre en avant la rencontre de personne à personne. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne toujours, hein. Nous, ça fait 10 ans qu'on suit les BLV qui se mettent en place dans la région et ça a toujours beaucoup de succès. Donc, c'est une très belle action, effectivement, à mettre en place. Et pourtant, au début, il y a 10 ans, c'était pas gagné, hein. Non. Parce qu'on avait comme pour la Mad Pride, des choses comme ça. Donc, ce qui montre, si on veut finir sur une touche d'espoir, qu'il y a quand même des choses qui évoluent au niveau des idées reçues. Tout à fait. Bah, je bien. pense que c'est un bon mot de la fin. Amélie, qu'est-ce que tu en penses? Parfait. Les messages et les questions sont plutôt des messages de remerciement et de bonne semaine ou de bonne suite. Il y a eu une question sur les PowerPoint. Alors, sachez que les goûters sont enregistrés et seront retransmis sur le site du CREPSI. Donc, après, pour les PowerPoint, je ne vais pas répondre à la place des intervenantes, mais en tout cas, vous pourrez avoir accès au contenu en revoyant les interventions si vous le souhaitez. Voilà, pour les PowerPoint, je vous laisse répondre si vous voulez. Oui, bien sûr, bah, je vous le transmettrai et puis vous pourrez le transmettre ensuite. Pareil, Et puis, on a ouais, voilà, j'ai transmis une version un peu allégée du mien. Très bien. Merci pour l'invitation, en tout cas. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces deux interventions très complémentaires et hyper inspirantes. Ça donne envie de continuer. Et on se sent aussi assez ancré dans des actions du CREPSI en particulier Ouais. voilà, qui sont raccords, on va dire, dans l'intention en tout cas. Et c'est vrai que c'est agréable de voir que les choses avancent quand même malgré tout, et je pense que clairement les choses avancent quand même. On espère que ça va continuer à avancer et voire à s'accélérer. Merci à vous deux. Pour tout le monde, prochain goûter de réhab le 22 janvier prochain sur le thème des 20 janvier. Le 20. 20 janvier, je ne sais pas pourquoi j'ai mis, c'était l'année dernière, le 22. Le 20 janvier, le lundi 20 janvier, comme d'habitude, c'est un lundi de 15h à 17h sur le thème des aidants familiaux et en particulier d'un focus sur la pérédance familiale professionnelle. Voilà, donc on vous donnera plus d'informations sur la communication à suivre, mais 20 janvier pour le prochain goûter. Merci Aude, merci Sandy Merci. de vos interventions et à très bientôt à tout le monde. Au revoir.